Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. L'effroyable Voldemort a fait son grand retour, ça y est. Avec l'aide de Queue de Verre, le mage noir a retrouvé son corps et toute sa puissance. La prochaine étape, pour lui, est de rassembler ses fidèles serviteurs parce qu'après 13 ans d'absence, il en a des choses à raconter, tonton Voldy. Ouais, la notif que vont recevoir les mange-morts ce soir va pas être des plus rassurantes. Et pendant que Voldemort fait appel à ses serviteurs, et de notre côté, on a fait appel à une nouvelle auditrice qui va nous accompagner sur ce chapitre 33. Bienvenue à Sarah. Comment ça va, Sarah ? Ça va bien, merci. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de te recevoir, Sarah. Tu as candidaté comme tous les autres auditeurs et auditrices qu'on a reçus auparavant. Comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour justement ceux qui nous écoutent c'est quoi ton rapport à Harry Potter ? Comment t'as découvert la saga ? Et puis en gros, c'est à quoi la place que ça prend aujourd'hui dans ta vie d'adulte ? J'ai découvert Harry Potter un petit peu comme vous, je pense, puisque j'ai grandi avec. J'ai à peu près le même âge que Daniel Radcliffe et du coup, je l'ai suivi au travers des films et tout. Et puis, si je l'ai découvert en premier par le premier tome en film, après, je me suis assez rapidement plongée dans les livres. Et puis, je viens d'une fratrie où on est 4. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu la course à qui aura le droit de lire le premier livre, en premier le livre quand il sortira en librairie. À chaque fois, on était dans la hype il fallait absolument relire tous les tomes sortis avant jusqu'à ce que ce soit le moment de découvrir le nouveau et tout ça. Et puis après, à l'adolescence, j'ai plutôt switché vers les films où là, j'étais une grande fan de Daniel Radcliffe. Je l'avais écrit, j'avais reçu un de ses autographes parce que j'avais écrit ses courriers de fans et compagnie. Enfin voilà, les classiques d'ado, quoi. Et puis après, je suis retombée dedans par les livres, mais plutôt par les livres audio. Surtout au final quand je suis devenue maman et que mes mains ont été rapidement prises par autre chose que mes loisirs et autres, je me suis mis les livres audio dans les oreilles et puis je les ai écoutés très régulièrement depuis. Maintenant, dans ma vie d'adulte, ça n'a pas une place de fou parce que je suis pas non plus une acharnée à acheter une quantité d'objets ou autre, mais quand même, c'est quelque chose qui fait partie de moi. J'écoute encore régulièrement les livres et puis je suis une assidue du livre et puis je me réjouis de voir la série en espérant qu'ils y soient un peu plus fidèles et voilà. Et du coup, le thème de l'after show, ça va être l'enseignement à Poudlard. Tu as proposé cet after show parce que tu es toi-même enseignante. Est-ce que ton amour pour Harry Potter a pu avoir des influences dans ton enseignement ou pas ? Est-ce que tu as proposé des cours à thème ou des choses comme ça ? Alors, pas forcément parce que j'enseigne, moi, aux tout petits. J'ai les 4 à 6 ans. Bon, je suis suisse, donc c'est pas tout à fait les mêmes degrés que chez vous en France, mais je trouve qu'ils sont encore trop jeunes pour en parler, même si j'ai des fois des élèves qui arrivent déjà à cet âge-là avec des t-shirts Harry Potter ou comme ça, ou qui me disent qu'ils ont regardé les films, ce qui me surprend toujours un peu parce que je trouve que c'est un petit peu jeune. Mais par contre, le fait d'être enseignante et puis aussi d'être formatrice d'enseignants, puisque j'accompagne des stagiaires et puis je suis formée pour les accompagner, ça me donne un regard aussi critique sur l'enseignement et puis je regarde avec mes yeux d'adulte un petit peu différemment ce qui se passe au sein de l'école de sorcellerie de Poudlard. Voilà. On va en avoir des choses à dire dans l'after show. Ça sera pour les abonnés Patreon. Comme d'habitude, maintenant, vous êtes habitués. Si vous nous soutenez sur Patreon, vous pouvez accéder à du contenu exclusif. C'est les fameux after show qu'on enregistre à chaque fin d'épisode. Et donc là, oui, effectivement, on va faire une liste non exhaustive des professeurs à Poudlard et puis plus largement du thème, effectivement, l'enseignement à Poudlard. Avant que tu dises que tu viens de Suisse, je pense que peut-être les gens auront entendu. Tu m'étonnes.
Mais ouais, je C'est trouve léger, mais franchement très très léger. j'ai une collègue suisse qui a exactement le même accent que toi, donc peut-être que vous venez de Ok, pas très loin non du même plus. coin. Ouais, peut-être, c'est fort possible. Bah merci, merci Sarah. Dernière question, est-ce que tu te revendiques d'une maison de Poudlard en particulier? Ah ben clairement, je suis une fière Gryffondor. Et On ouais, a rarement des griffons d'or. C'est vrai, c'est ouais, vrai. ben là pour le coup, je suis une archi Gryffondor. Je crois que de tous les copains du Discord de la fréquence, je suis celle avec le plus fort pourcentage et très fière de l'être. Ok, bon bah je m'incline, ça sera une majorité de Gryffondor sur cet épisode. Mais c'est Eh bien, oui. parce qu'on va, on va avoir besoin de courage à la Mhm. fin de ce tome 4, c'est très sombre. Voilà. Bah, justement, on va rejoindre Harry dans le cimetière. Harry qui doit se sentir bien seul depuis qu'on l'a laissé au dernier épisode. Et du coup, ça tombe bien ce thème un peu sombre et tout, parce que là, les auditeurs vont découvrir cet épisode dans les environs d'Halloween. Ouais. Donc, Mhm. ça a bien coïncidé avec l'ambiance un peu spooky. Ouais, c'est vrai que ça coïncide plutôt bien, ouais. Et après, c'est Effectivement. Noël. Ouais. Bon, bah ouais, ça va être quelques chapitres pénibles pour Harry de toute façon, là, dans cette période automnale. Ouais, Mais même livre pénible après. Là, on rentre dans le dur pour lui. Hein. ouais, c'est vrai. Mais juste avant de commencer, on tenait à faire coucou à une autre de nos auditrices, petite dédicace à Kalen. Kalen vit un Covid long depuis bientôt 3 ans et c'est une auditrice assidue de la fréquence. On t'envoie plein d'ondes positives tous les deux. Gros bisous. Et on envoie Bon des ondes courage. positives à Kalen, mais aussi à Harry. Et on part le rejoindre tout de suite. Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 33. Les mange-morts. Nous découvrons en ce début de chapitre Voldemort qui a repris un corps humain. Il est décrit comme ayant des mains semblables à de grandes araignées blafardes, des yeux rouges et aussi des pupilles verticales comme des chats. On voit que la description elle est quand même différente par rapport au Voldemort des films qu'on peut connaître. Notamment, il n'est pas précisé qu'il n'a pas de nez. Ses pupilles sont normales dans le... Ah ouais, attends, vas-y. Bah oui, c'est Oui, pas ils sont précisé qu'il n'a normales. pas de nez. Ses pupilles sont normales. Oui, ça, Encore oui. les mains, oui. Mais les yeux rouges aussi, ils ont supprimé les yeux rouges. Est-ce que vous préférez la description de Voldemort qui est faite dans le livre ou dans les films? J'avoue que j'aime bien un petit mix des deux. Je pense que le fait de lui avoir enlevé le côté yeux rouges, ça lui donne un côté presque plus humain et qui est plus effrayant, qui rend plus concret à la lecture, enfin au film. Tandis que en ayant une créature aux yeux rouges complètement différente, voilà, ça enlèverait ce côté humain et puis ça ferait peut-être un petit peu moins le côté peur au final. Ça donne un côté plus science-fiction. Je suis d'accord. Un peu plus réaliste. Ouais, moi je l'ai déjà dit, mais comme je suis assez attaché à ma lecture et du coup à mon imaginaire de quand je lis, et je trouve que on voit trop l'acteur Ralph Fiennes derrière Voldemort, et aussi parce que je pense que j'ai été trop, comment dire, mon imaginaire c'est beaucoup développé autour de Voldemort par les livres. Et en fait, J.K. Rowling le décrit un peu là, c'est vrai, on voit les différences dans sa description. Mais J.K. Rowling n'est pas non plus... elle dose en fait, voilà, le niveau de description. Si bien qu'on n'est pas submergé de descriptions comme ça. Je veux dire, elle laisse quand même une grande part à l'imaginaire du lecteur. Là, dans le livre, Voldemort est quand même assez monstrueux, quoi. Il y a même ce truc où je me souviens dans le tome 6, quand on revit les souvenirs de Dumbledore, la dernière fois que Dumbledore rencontre Voldemort, quand il vient réclamer un poste de défense contre les forces du mal, il est méconnaissable. Donc, il y a vraiment ce truc où il devient monstrueux, en fait. Et du coup, moi, je suis attaché à ça. Et même si la version du film, ça peut fonctionner, il y a plus un volet humain, psychopathe, mais avec une part de serpent en lui, tu vois, c'est un peu ça. Mais pour moi, il est un peu trop humain. Enfin, du coup, je le vois vraiment un peu plus monstrueux que ça, même si c'est intéressant aussi qu'il ait des traits humains comme dans le film. J'avoue que quand je lisais justement cet entretien dans le bureau de Dumbledore où on voit qu'il change petit à petit,
j'imaginais pas forcément un côté monstrueux, un peu animal, mais plus un côté presque dérive de chirurgie esthétique qui a mal tourné. Ouais. Ah Je sais oui. pas si vous voyez, presque un côté Bogdanov dans l'histoire. Ouais, Pas dans ouais. le même sens, mais dans le sens où on sent que son visage, il perd du naturel et tout ça. Parce que c'est sa pratique de la magie noire qui l'a transformé, en fait. Ouais. Ok. Et Parce c'est que Horcrux aussi, hein, tu vois, c'est de faire. dans mon esprit, en fait, c'est sa renaissance enfin, c'est sa nouvelle naissance qui l'a fait renaître avec un corps monstrueux, en fait, dans mon esprit. Mais Ah. non. Je sais pas, c'est peut-être mon headcanon, hein, je sais pas si c'est plus décrit que ça dans le livre, mais j'ai l'impression quand même que là, quand il renaît, je veux dire, il passe encore un step supérieur, parce que d'abord, il renaît de la mort, enfin, je veux dire, c'est encore une couche de magie noire supplémentaire, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que avant qu'il disparaisse, après avoir essayé de tuer Harry, il était déjà, enfin, il avait déjà mutilé son corps avec toutes ses expériences de magie noire. Est-ce que c'était à ce niveau-là? Moi, je pense pas, mais est-ce que c'est moi qui me... Enfin, est-ce que c'est mon imaginaire ou est-ce que J.K. Rowling, pour elle, il retrouve exactement son corps d'avant? Je ne sais pas. Force est de constater quand même qu'il est plus monstrueux dans le livre. Ouais. Le simple fait, ouais, les grandes araignées blafardes pour décrire ses mains, moi, je vois ce qu'elle veut dire. Et c'est pas quelque chose qu'on voit... dans le film, c'est pas retranscrit, par exemple. Ils ont peut-être un peu... Ses mains sont un peu crasseuses Ouais, à quand Ralph même. Fiennes, mais... Et longue, quand même. Ah, ouais, je crois pas qu'ils aient allongé les doigts, par exemple. Bah, je pense pas, mais... Enfin, quoique, je sais pas. C'est peut-être la manière dont il le joue Ouais. aussi. Mais parce qu'en gros, Ralph Fiennes, il a juste pas de nez, en fait. Désolé, mais c'est vrai, quoi. Il a juste pas de Mais nez. il a la peau quand même blanche. Ouais. Blanche-verte, ouais. Et puis même, je trouve au niveau des mains, le truc qu'il a lu, c'est la manière de tenir la baguette magique avec les doigts un peu allongés. Il a quand même ce côté-là qui est dans le jeu, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément représenté dans la personne en soi. Ouais. Mais moi, ce qui m'a le aussi. plus choqué, c'est presque plus que la voix que l'apparence physique. Oui. En tout cas, la VF, je m'attendais pas du tout à avoir cette voix-là. Alors que dans le livre, pardon, c'est bien décrit que sa voix est pas humaine, elle est pas normale, sa voix. Il y a quelque chose aussi de monstrueux dans comment il s'exprime. Non, mais voilà, après, c'est une interprétation. On verra ce qu'ils feront dans la série. Je suis curieux de savoir. Parce que on l'avait déjà dit, mais pour les films, ils avaient déjà réfléchi à donner une forme plus monstrueuse Encore plus monstrueuse à que les livres. Voldemort. Ouais. Ils ont fait ça pour pas trop terroriser les enfants, notamment. Je sais pas, moi je serais partisan quand même d'une version plus monstrueuse de Voldemort, mais c'est moi. Après, ça dépend quel tournant ils vont donner à la série aussi. Parce qu'on imagine une série quand même jeunesse, mais ça se trouve, ça sera pas du tout une série jeunesse, non? Parce que ça sera un peu sombre. Ça sera teenage, hein, je pense. Hein. C'est HBO et en même temps, ils ont adapté à La Croisée des Mondes, donc je pense on peut s'attendre à quelque chose d'un peu similaire dans l'ambiance. Parce qu'à La Croisée des Mondes, c'était quand même un peu dark. Ouais, mais c'est pas non plus, tu vois. C'est pas Guillermo del Toro, quoi. La touche, il y a quand même la touche sombre d'HBO. On verra. Moi, je pense qu'il faut se laisser surprendre. Pendant que Voldemort admire son nouveau corps, Cutver est en train d'agoniser à terre. Ce qui n'émeut pas le Seigneur des Ténèbres, puisqu'après avoir sorti une baguette de sa robe de sorcier, ce dernier projette Cutver contre la pierre tombale à laquelle Harry est attaché. Voldemort se tourne alors vers Harry et éclate de rire d'une manière glaçante. Mais l'heure n'est pas venue encore pour Harry, car le mage noir se tourne à nouveau vers Cutver et lui demande de tendre sa main valide. Il y a quelque chose sur son bras. Harry reconnaît le signe qui est apparu dans le ciel lors de la Coupe du Monde de Quidditch, la marque des ténèbres. Selon Voldemort, elle est de retour et désormais, ils vont bientôt savoir. Mais savoir quoi? Voldemort appuie alors son index sur la marque et là, une douleur horrible atteint la cicatrice d'Harry. La marque des ténèbres devient noire et c'est un appel de ralliement pour les mange-morts. Qui est resté loyal et qui restera à l'écart après toutes ces années de clandestinité? J'ai noté une petite différence aussi, encore une fois, sur la description. La marque des ténèbres, elle est rouge dans le texte. En tout cas, celle sur le bras de Cutver. Quelque chose qu'ils ont pas du tout... Enfin, la marque des ténèbres est toujours noire. Ouais, et elle s'anime quand il la touche, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Alors que là, elle est bien rouge sur le bras de Cutver. Voilà. Et alors, elle devient noire. Elle devient noire quand il appuie dessus. Ouais, c'est ça. Elle change de couleur, ouais. J'ai une question pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Après, Sarah, peut-être que tu es concernée, je sais pas.
il y a certaines personnes qui se font tatouer la marque des ténèbres sur le bras. Ouais. Et du coup, à chaque fois, je me demandais pourquoi, parce que c'est quand même un signe très puissant, c'est un signe de ralliement quand même pour des mange-morts, donc des serviteurs du mal. Et à chaque fois, je me demande pourquoi se faire tatouer. Alors, je critique pas et tout, mais c'est de la curiosité. Parce que par exemple, je me suis fait tatouer un phénix et moi, du coup, il y a toute une histoire derrière, etc. Après, on peut se poser la question, pareil pour les reliques de la mort. Ah mince, j'allais te le dire. Ah ouais, mais après, les reliques de la mort, aussi, c'est une histoire où, par rapport à ma relation avec la mort, le fait que je l'ai côtoyée plusieurs fois et que c'est un truc un peu où peut-être que si j'ai ces 3 signes, est-ce que ça va me protéger en quelque sorte encore quelquefois de la mort qui me poursuit ou quelque chose comme ça, tu vois, et je pense que les gens qui sont tatoués la marque des ténèbres aussi, il y a une explication comme ça, mais je suis curieuse de connaître les explications personnelles des gens. Enfin, s'ils veulent me confier le truc, c'est juste, je fais ma curieuse. Je suis plutôt dans ta team puisque j'ai un phénix tatoué aussi. Trop cool. La Gryffondor jusqu'au bout, les deux. Hein. Bah, voilà. Mais pour les reliques de la mort, il y a quand même un côté beaucoup plus soft. Alors, je pense pas qu'on puisse le comparer au signe de la marque des ténèbres. Mais je pense que c'est un peu comme, finalement, les gens se font tatouer pas forcément quelque chose qui les représente complètement, dans le sens où c'est un truc Harry Potter, mais c'est un côté un peu qui peut faire un peu bad guy, qui peut avoir ce côté-là, comme quand on se fait tatouer une tête de mort ou autre. Ouais, comme une tête de mort. Eh ben, voilà, ça peut avoir ce côté-là. C'est pas pour autant qu'on est fan de squelettes ou qu'on revendique des forces du mal ou autre. C'est encore un tatouage qui peut avoir cet aspect-là. Moi, je comprends c'est stylé, juste, tu vois, la magie noire et tout. Genre, il y a une forme de fascination autour de la magie noire, et puis la marque des ténèbres, elle est assez stylée. Je pense que c'est surtout un truc esthétique. C'est marrant parce qu'on a écouté le dernier podcast de Squeezie là, avec Jonathan Cohen. Ah oui. Et ils ont cette discussion-là sur les tatouages, et c'est ok aussi d'avoir des tatouages juste parce que on les trouve jolis, quoi. Et y a pas chacun fait ce qu'il veut. Ça peut avoir une signification profonde comme ça peut ne pas en avoir. Ah non, mais clairement, je suis juste curieuse. En fait, si certains ont des histoires derrière ou je sais pas, sont fascinés par la marque des ténèbres et pourquoi. Enfin. C'est intéressant parce qu'on explique toujours pourquoi on est fasciné par, je sais pas, Dumbledore, Sirius ou autre. Mais pourquoi, par exemple, pourquoi être fasciné par les forces du mal, la marque des ténèbres ou Voldemort, etc. Nous deux, on a les reliques de la mort tatouées. Mais moi, ce que j'aime bien, et je l'avais déjà dit, je crois, sur les reliques de la mort, c'est pas vraiment la signification qu'il y a dans la saga. Parce qu'effectivement, il y a un peu comme toi des fans qui s'interrogent sur les reliques de la mort. Il y a beaucoup de fans qui se le tatouent, mais c'est quand même un truc négatif quand même, les reliques de la mort. C'est pas génial, c'est Grindelwald, c'est les vices de Dumbledore et tout. Mais en fait, moi, c'est plus le signe en soi. C'est un signe qui, en gros, si t'as la rêve d'Harry Potter, tu sais ce que c'est. Et si tu l'as pas, tu sais pas ce que c'est, ou alors tu penses que c'est Illuminati, ou tu sais. Et du coup, moi, combien de gens c'est ce truc-là que j'aime bien, moi. ont vu que j'étais fan d'Harry Potter en voyant les reliques de la mort, mon tatouage. Si t'as la ref, un truc de fou. Salut, tu vois, on se fait un petit clin d'œil, salut, ça va. Tu vois, si t'as pas la ref, c'est pas grave. Et c'est ça que j'aime bien dans ce tatouage. C'est un signe de reconnaissance, en fait. Oui, voilà. Exactement. C'est ça que j'aime bien. J'ai une collègue, elle m'avait pas dit Illuminati, elle m'avait dit franc-maçon. Ouais, franc-maçon. Elle m'avait dit franc-mac. Il y a un côté un peu comme ça, tu vois. Je me demandais si c'était franc-mac. Ouais, il y a un peu ça. Ouais. Ok, bon, après cette parenthèse sur les tatouages, je reprends. En attendant, Voldemort fait les 100 pas devant Harry et Queudver. Seulement après un long moment, il s'intéresse à Harry. Il apprend à Harry que la pierre tombale sur laquelle il est attaché n'est autre que celle de son père, le père de Voldemort, je précise. Un moldu et un imbécile, selon ses mots. Un moldu décédé aujourd'hui comme Lily, sauf qu'elle est morte en protégeant son fils, et le père de Voldemort est mort par les mains de son fils. Petite différence. Sacrée différence. Ouais. Une autre histoire, quoi. Ouais. Voldemort continue à faire les 100 pas dans le cimetière, tout comme son serpent qui, lui, fait des petits cercles. Apparemment, en attendant les mange-morts, Voldemort a besoin d'une petite séance confession, et d'ailleurs lui-même va s'en rendre compte qu'il devient sentimental à ce moment-là. Il montre à Harry la maison sur la colline qui, autrefois, appartenait à son père. Son père moldu, qui a abandonné sa mère lorsqu'elle lui a révélé être une sorcière. À ce moment-là, elle était enceinte. Elle est morte en couche et le bébé a été confié à un orphelinat moldu,
C'est alors que Voldemort s'est juré de venger sa mère. J'ai une question profonde. Je sais pas si on se l'est déjà posé à la fréquence. Est-ce qu'il aurait été Voldemort s'il avait eu un autre chemin de vie? Non. Non. Mais là, c'est un after show, Marina. Mais non, juste une question parce que il tue son père parce que il est choqué, déçu, bouleversé d'apprendre que c'est un moldu, déjà et puis un moldu en plus qui a abandonné sa mère, sorcière. Mais est-ce que vous pensez qu'il aurait tué sa mère aussi? Parce que, en fait, j'ai toujours eu du mal à vraiment savoir c'est quoi le rapport qu'entretient Voldemort avec sa mère défunte. Parce que c'est une sorcière. Du coup, c'est beaucoup mieux que son père qui est moldu, évidemment. Mais c'est une sorcière qui l'a abandonné quand même. C'est une sorcière qui est morte après l'avoir mis au monde. C'est une sorcière faible, en fait. Et je me demande si elle avait survécu, si elle avait abandonné son fils, mais qu'elle avait survécu, est-ce qu'il l'aurait tuée elle aussi, quoi? Pour se venger de l'avoir abandonnée et pour, en gros, Bah attends, de la punir de sa faiblesse. il a fini à l'orphelinat parce qu'elle est morte en couche, mais sinon elle l'aurait pas abandonné. Oui, mais imagine justement dans une réalité parallèle où elle l'abandonne, mais elle ne meurt pas. Moi, je pense que là, si c'est qu'elle l'abandonne, à mon avis, il la tue pareil. Mais à mon avis, elle l'aurait effectivement pas abandonné. Par contre, on voit il se rabat un peu sur elle pour s'identifier à quelque chose. Parce qu'au départ, quand il part un petit peu à la recherche de ses origines, il se dit, ah, c'est sûrement mon père qui était sorcier parce que ma mère, elle m'a laissé là, elle est morte en couche, etc. Donc, il la méprise, elle, en disant, ah voilà, ça doit être mon père qui doit être le sang sorcier, à qui je vais me rattacher. Et puis, au final, dès qu'il apprend que son père est, au contraire, c'est lui le moldu et sa mère la sorcière, il se rattache un petit peu plus à sa mère à ce moment-là, mais juste pour pas être un émoldu, en fait. Donc, je pense pas qu'il ait une grande estime d'elle et puis qu'il la protégerait. Quelle estime il a pour elle? J'ai du mal à. En même temps, est-ce qu'il aurait mal tourné s'il n'avait pas été abandonné ou si sa mère aurait été. Je suis partie dans un autre truc. Parce que, en fait, il a seulement été confié à l'orphelinat parce que sa mère est décédée. Mais elle serait pas morte. Il aurait eu. Il n'y aurait pas de Harry Potter. Si elle l'avait élevée, tu veux dire? Ça, là, vraiment, on est sur de l'ordre de l'hypothèse. Ouais. Si elle l'avait élevée, si elle l'avait aimée comme une mère, peut-être que l'histoire aurait pu être différente. Bien que je pense que. Il y a un moment, il aurait quand même fini par tuer son père et ses grands-parents. Mais il aurait pu avoir l'amour d'une mère. Et ça, dans la saga Harry Potter, c'est quand même vachement déterminant. Là, on peut avoir que des théories. Ce qui est intéressant, et là, c'est vraiment, c'est pas une théorie, c'est vraiment, voilà, on est dans le canon d'Harry Potter. Quelle estime Voldemort a de sa mère? Qu'est-ce qu'il en pense réellement? Parce que là, il crache son venin sur son père. Ils souillent son corps, ils veulent même les ossements pour revenir à la vie. C'est horrible, quoi. Non seulement il l'a tué, mais en plus, il souille son corps après la mort. Mais sa mère. Je sais pas. Mais est-ce que son désamour de son père et donc des moldus vient pas juste du fait qu'il a abandonné sa mère? Oui. Puis c'est un moldu en plus. Oui, mais est-ce que. Voilà. Donc sa vie vaut moins que rien. Oui, mais est-ce que son désamour des moldus, c'est pas né inconsciemment de la haine de son père qui s'avérait être un moldu? Oui, et puis de sa haine de lui-même d'être un sang mêlé, tu vois. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il va jamais mettre en avant, dont il parle jamais. Il se revendique de sang pur, alors que non. Oui, tout à fait. Non, c'est des grandes questions, mais je pense que on n'aura de toute façon jamais les réponses. Et puis voilà. Il vaut mieux pas demander à J.K. Rowling d'avoir les réponses. Non. On va faire la suite dans nos têtes. Des bruissements d'étoffes se font entendre et des hommes affublés de cagoules, des cagoules, pas des masques, arrivent dans le cimetière. Donc là, encore une différence avec le film. Les mange-morts ont des cagoules. Il me semble que dans le 4, ils en ont. Dans la scène du cimetière, ils ont une DA qui a été abandonnée par la suite, j'ai l'impression. Ils ont pas des masques dans le cimetière? Alors, ils ont des masques, mais ils ont une forme de cagoule. Il y a vraiment une inspiration Klux Klan, j'arrive jamais à le dire. Klux Klan. T'arrives pas à le dire non plus, c'est fou. Le KKK, on va l'appeler comme ça. J'ai l'impression, en tout cas, c'est le KKK, mais ils sont, ils sont tout noirs, en fait. Et j'ai l'impression qu'ils ont abandonné cette idée-là dès le 5. J'ai pas l'impression qu'ils aient ces longues cagoules comme ça. Mais par contre, dans le 4, dans le cimetière, ils portent ça, il me semble.
Après, là, je sais pas trop ce qu'entend J.K. Rowling par cagoule ici. Mais, Est-ce que cagoule Michael Youn Cagoule. Cagoule. c'est le message qu'a envoyé de Voldemort. Fous ta Ouais, je cagoule! Fous ta cagoule! Et aussi, j'avais besoin d'aborder un thème avec vous. Parce que je suis consommatrice de TikTok. Enfin, de moins en moins quand même. J'essaye de me désintoxiquer. Et TikTok, l'algorithme de TikTok s'est cru bon de me proposer des vidéos trop... Je suis désolée, ça me met mal à l'aise un peu. Je juge pas, mais ça me met mal à l'aise. C'est les personnes qui fantasment sur les mange-morts du parc Orlando. Hein? Il y a des edits de personnes qui rencontrent les mange-morts du parc Orlando. Ouais. Et il y a un peu un truc séduction et tout, genre trop sexy et tout. Ah, ok. Parce Oui, qu'en bah, fait, parce que les forces du mal, la magie noire, Parce c'est que, sexy. parce que quoi. les acteurs qui jouent les mange-morts sont un peu, tiens, jeune fille, machin, je vais te sorceler. Ils jouent un peu, en fait, avec les gens. Oui. Et il y a plein d'édits sur les mange-morts et comme quoi, waouh, sexy et tout. Et tu vois, Ouais, waouh. un peu à la Rogue, Drago Malfoy, Ouais, mais enfin, cette attendez, fascination-là. oui, mais quoi. attendez, les mange-morts, n'oubliez pas d'où ils sont inspirés, Oui, quand même. oui. C'est quand même tricky, hein. Ouais. Ouais, Voilà. j'avoue, c'est un peu chelou. Vous seriez Mais- pas en fantasme sur le petit moustachu, désolé, mais voilà, pardon. Voilà, non mais faut voir d'où l'inspiration vient aussi. Hein. On est dans la fiction. Là. Ouais. Ouais, mais quand même, tu vois, c'est des mecs qui torturent des gens. Oui, oui. Ça, c'est pas sexy, non? Je sais pas. Après, on est là dans une ère au niveau de la littérature un peu romance, dark romance là où c'est bon ton d'avoir de la romance avec des mecs ultra problématiques et tout. Enfin voilà, je suis un peu sceptique. Sarah, c'est quoi ton ressenti? Ouais, mais je pense que si on commence à analyser tous les fantasmes des gens, il peut y en avoir des bien plus chelous que les mange-morts d'Orlando. Mais Clairement. Et ça peut faire l'objet Mais d'un non. after show après. Et là, on quitte TikTok. On est plus- ouais, je vous laisse pour cet after show là. Moi, j'ai pas la chance d'avoir ce contenu qui m'est suggéré sur TikTok. Donc voilà. Non, mais il y a toujours eu une fascination du mal dans Harry Oui, Potter. Mais clairement. Être mauvais, c'est sexy. Drago Malfoy, c'est sexy. Severus Rogue, c'est sexy, tu vois. Il y a un Mais truc comme ça. Les deux, Drago et Severus, ils ont fait plus Severus que Drago, ils ont fait des choses très mal dans leur vie, mais ils ont un bon côté, ils ont la lumière à côté d'eux, en fait. Ouais. Ils ont le côté à me torturer aussi. Oui. Voilà. Je pense c'est ce côté-là. Aussi. Ouais. Mais à mon avis, la différence, c'est que, encore une fois, on parle de fantasme. Donc, est-ce que ça reflète vraiment ce à quoi les gens seraient attirés dans la vraie vie Non, c'est du roleplay aussi. C'est juste du roleplay et puis de se mettre des fois dans la peau de quelqu'un qui a pas les mêmes désirs que nous, justement. On ne veut pas savoir ce que font les gens chez eux avec les masques de mange-morts. Ah, mais c'est cool d'avoir des... Moi, je trouve ça cool d'avoir des fantasmes et tout, machin. Ouais, non, mais clairement. Non, mais m'envoyez pas des dizaines de messages, hein, mais en expliquant vos fantasmes. Nous envoyez pas des vidéos de vous. Comme les tatouages et tout. Mais, enfin, je critique pas et tout, mais c'est juste, genre, je suis un peu circonspect. Et là, je vais faire une transition. Je suis circonspect. Comme les mange-morts qui arrivent après l'appel de Voldemort. Oh, qu'elle est forte. Waouh! Qu'elle est forte. C'est beau. D'abord, ils forment un cercle en silence, et puis un premier mange-mort ouvre la danse. Il tombe à genoux, rampe vers Voldemort et embrasse sa robe. Et les autres l'imitent. Ma biche. On est vraiment sur de la secte. Alors là, c'est vraiment l'idée, hein, avec le gourou au milieu. Hein. Je les imagine tellement... comment ils se sont organisés pour savoir quelle était la place de tel ou tel, parce qu'on voit qu'ils laissent vraiment les trous pour machin. Je les imagine vraiment en mode chorégraphie. Ok, donc là, on recule de 2 pas, vous mettez là et tout, s'entraîner pour les moments où ils se retrouvent, transplaner au bon endroit, à la bonne distance, en mode petite danse chorégraphiée. Ouais, non, il y a de ça, ouais. C'est très chorégraphié, ouais. Après avoir salué leur maître, ils forment un cercle entourant Harry Potter et Queudver. Ils ont malgré tout laissé des espaces pour accueillir de nouveaux arrivants. Mais Voldemort, lui, ne semble attendre personne. Il s'étonne que ses serviteurs soient en bonne santé, puisqu'au cours de ces dernières années, aucun d'entre eux n'est venu à son secours.
Comment ont-ils pu croire que lui, Voldemort, était perdu à tout jamais et qu'il n'allait jamais revenir? Ont-ils été jusqu'à prêter fidélité à une autre personne? Pas à Albus de Oh, Ça le revient Dumbledore. Pas à Ça nous Albus avait manqué. Dumbledore, peut-être. Dumbledore. Ah mais c'est incroyable hein, comme ça revient. C'est alors qu'un mange-mort se jette aux pieds de Voldemort en lui demandant de lui pardonner. En réponse, Voldemort lui jette un Andoloris. On suppose qu'il lui pardonne pas, du coup. On apprend alors que le mange-mort en question est un certain Avery, qui aurait dû savoir que Voldemort ne pardonne jamais. Et là, Harry a une pensée très moldue. Il espère que la police va arriver, va débarquer dans le cimetière. Mmh. Et j'ai trouvé ça un peu incongru comme pensée, même s'il a grandi dans un monde moldu et tout. C'est vrai que là, on est dans une ambiance de cimetière, de magie noire. Et là, d'un coup, il pense, j'espère que la police, elle va débarquer. Ah, c'est le mot police qui est cité? Oui. Ah, on ok, dit ouais. police. Ah, c'est intéressant, ouais, j'ai pas relevé. Ouais. Ah oui, ça t'a pas... Alors que ça devrait être les aurores. Et en fait, lui, il pense pas aux Ouais. aurores, il pense à Oui, la il pense police. pas aux aurores, il pense à la police. Il Ouais. espère que la police va débarquer. Ok. Je trouvais ça marrant. Ouais, non, ouais, peut-être une réminiscence comme ça de son enfance moldue. Hein. Quand on se sent menacé, on va pas toujours vers le truc le plus réfléchi Ouais. et le plus probable qui arrive. Ouais. C'est un peu les réflexes. Là, on est dans c'est un cimetière, mais un peu isolé, mais dans un village moldu. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être un peu de ça, tu vois. Ils sont pas en terrain sorcier, tu vois. Et donc, ça va forcément alerter d'autres moldus. C'est peut-être aussi ça que Harry se dit. Mais en même temps, imaginez des policiers qui débarquent au milieu de tout ça. Bah, je pense que Ils ne survivent pas une durée minute. de vie très limitée. Ouais. Je sais pas si ça l'aurait aidé, le pauvre. Non. Avant de donner son pardon, Voldemort veut qu'on lui rende ses 13 années d'errance. En revanche, Cudver lui a déjà payé une partie de sa dette. Ah bah, seulement une partie. Ça lui a coûté quand même une main. Mais selon Voldemort, il n'est pas revenu par loyauté, mais par crainte. Selon lui, cette souffrance est méritée. Cependant, malgré que ce soit une canaille et un traître, Oui, il dit le mot canaille, ça m'a fait rire aussi. il l'a aidé, donc il va recevoir une récompense. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de la phrase selon laquelle Cudver est revenu par crainte et non par loyauté. Est-ce que vous pensez qu'il a vu juste, Voldemort? Je sais pas, c'est pas forcément par crainte, mais plus parce que il avait pas d'autre choix. Enfin, il avait déjà grillé sa carte de l'autre côté, du coup, il l'a utilisé du côté qui restait. Par dépit plus que par crainte. Ouais, moi je pense pareil, parce que par crainte, il aurait eu peur de Voldemort, il l'aurait pas aidé à revenir. Puis même, est-ce qu'il aurait pu, finalement, il le retrouve, on sait même pas sous quelle forme il le retrouve, mais est-ce qu'il aurait pas pu le tuer et basta, quoi. En plus. En fait, j'ai l'impression que Voldemort, quand il dit le mot crainte, est-ce qu'il suggère pas que Cudver, en gros, l'a aidé à renaître maintenant pour éviter de mourir quand Voldemort aura réussi à revenir plus tard? Il y a quelque chose un peu je le comprends un peu comme ça. De toute façon, Voldemort allait revenir. Et donc, Cudver a préféré, une fois démasqué, être celui qui allait l'aider immédiatement à revenir, plutôt que d'être retrouvé, peut-être s'enterrer quelque part pendant 2-3 ans et puis finalement mourir parce que, tu vois. Mais en même temps, Ouais. en fait, on avait déjà eu des discussions sur la psychologie profonde de Peter Pettigrew, d'ailleurs au dernier épisode. Mais c'est compliqué quand même d'être dans sa tête à lui parce que, certes, il est démasqué. Il est démasqué par certains sorciers, pas aux yeux du monde entier, mais ça y est, certains savent, Albus Dumbledore sait que Peter Pettigrew est en vie. Mais il aurait très bien pu choisir la lâcheté, encore une fois. Il aurait très bien pu rester sous sa forme de rat, aller se terrer dans une autre famille ou juste vivre une misérable vie de rat. Mais il a quand même fait le choix de revenir vers Voldemort. Et même s'il y a un truc... crainte, c'est pas le mot, mais il y a un peu d'opportunisme là-dedans. Je préfère être dans les bons papiers de Voldemort parce que je pense qu'il va revenir de toute façon. Mais il aurait très bien pu faire le choix quand même de la lâcheté. Donc je sais pas si c'est vraiment de la crainte, ça se résume pas à ça. Pour moi, il y a quand même une part de mal en lui qui veut que Voldemort revienne. Il y a aussi ce truc-là, quoi. C'est pas juste un opportuniste, en fait. Hein. Mais encore une fois, c'est un personnage qui est un peu difficile à calculer, quoi. Ouais, je pense aussi j'avais pas pensé autant
à cet aspect qu'il allait de toute façon découvrir que Voldemort allait revenir d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vrai qu'il a ce côté aussi très très égoïste au final dans tous ses choix. Et puis le côté de se dire bon bah alors quitte à ce qu'il revienne, autant que ce soit grâce à moi et puis que je me tire une bonne réputation, un bon regard d'après lui. Et puis Je pense que c'est ce qui s'est passé dans sa tête. Mais j'en suis pas sûr à 100% parce que moi, c'est que Queudver, c'est un personnage qui me glisse entre les doigts, quoi. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est tellement mauvais, c'est tellement insupportable que j'arrive pas à comprendre les raisons profondes qui le poussent à faire ces choix-là. Et là, de rejoindre Voldemort, c'est un autre choix qu'il fait qui est difficilement compréhensible, mais qu'il fait néanmoins. Donc voilà. Ouais, après ça reste une fiction, un roman. Oui, bien et sûr. puis, Bien sûr. les choix sont faits par rapport à ça, Ouais. mais oui, c'est un personnage qu'on a du mal à se représenter de manière réelle dans la vraie vie. Il fait des choses qui sont pas forcément logiques parce que autant quelqu'un qui serait opportuniste comme ça, il passerait pas toutes ces années sous la forme d'un rat dans une famille où il peut même pas prendre sa forme de sorcier, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est aussi au besoin de l'histoire et puis de la narration, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Vous savez ce qu'il nous faudrait? C'est les interviews type 50 minutes inside, tu sais. Des interviews longues et intimistes de gens, tu vois. Et là, avec la petite musique en fond. Oui, l'interview longue de Queudver. Bonjour Peter. Pareil pour Voldemort. Regardez sur la tablette. C'est le moment là où vous avez foudroyé des moldus en pleine rue. Non, une photo de son enfance. Ouais. Regardez la tablette, c'est votre doigt que vous avez laissé. Ah, mon petit loup. Cette photo de votre enfance, elle vous évoque quoi? Je me demandais à quel moment l'imitation de Nikos allait arriver dans l'histoire. Mais... J'ai fait une nouvelle imitation, mais vous l'avez même pas. Vous avez même pas vu. Vous avez même pas entendu. C'est laquelle? Bah de Aliagas. Mais non, mais c'est pas une nouvelle imitation, Aliagas. J'ai fait une imitation de Funès tout à l'heure. Ah. Okay. De qualité. Ouais. de funeste, peut-être. Voldemort lève alors sa baguette au-dessus de sa tête et un volupte couleur argent apparaît et forme une main humaine qui fond alors sur Queudver et qui se fixe sur son moignon. Ce dernier, reconnaissant, embrasse la robe de Voldemort et rejoint le cercle de Mangemort. Le mage noir s'arrête devant Lucius, cette fois-ci, Lucius Malfoy. Bien qu'il n'ait jamais renoncé à la pratique de la magie noire, il n'a jamais cherché non plus à retrouver Voldemort. Au lieu de persécuter les pauvres moldus à la Coupe du Monde de Quidditch, il aurait peut-être dû chercher à retrouver Voldemort. De plus, il a pris la fuite lors de l'apparition de la Marque des Ténèbres ce même soir. Désormais, le mage noir attend une plus grande fidélité de sa part. Pourquoi pensez-vous qu'il est autant compréhensif, entre guillemets, de Lucius? C'est parce qu'il lui reste très peu de mange-mort et donc du coup il est plus apte à passer l'éponge tant qu'il le peut, vu qu'il est obligé? C'est celui qui a le plus conservé au final sa réputation de mange-mort. On n'a qu'à voir dans le tome 1 quand Ron en parle, il sait directement que c'est quelqu'un qui est en lien avec les forces du mal. C'est un qui est quand même pas forcément allé se cacher très loin pour s'éloigner des pratiques de Voldemort. On sait qu'il méprise les Sandbourg, qui traite mal ses elfes de maison et compagnie, qui se cache pas de ce qu'il est. Et puis je pense que si Voldemort renie des mange-morts comme ça, il reste effectivement le plus grand monde parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de se défaire complètement de la réputation des forces du mal et autres. Tandis que lui, il s'en cache pas vraiment. Ouais, c'est fou ça, c'est quand même qu'il ait quand même un poste au ministère et tout, malgré qu'il se cache pas vraiment du côté un peu obscur de la force. C'est l'argent, hein. Tu t'es trompé de saga encore une fois, mais non, mais je pense qu'un Pourquoi encore une fois? Référence à l'épisode précédent. Je pense qu'un Lucius Malfoy est précieux pour Voldemort tout simplement parce que effectivement il a beaucoup d'influence, il a un pied dans le ministère de la magie, donc il a besoin en fait de Lucius Malfoy. Et en tout cas il a besoin de mange-mort comme Lucius Malfoy, donc il peut pas. Je pense qu'il est plus précieux qu'un Avery, c'est pour ça qu'il se tape pas un Andoloris. Et Voldemort, bien qu'il n'ait aucun ami, il sait qu'il a besoin de ses serviteurs.
Et donc, c'est pour ça que voilà, il fait comprendre à Lucius qu'il est pas content. Et en même temps, il va pas aller le tuer maintenant parce qu'il il est pas fou, il peut lui servir, quoi. il a besoin de lui. Après, aussi, je suis pas sûr qu'à ce moment-là, je me trompe peut-être, mais je sais pas s'il sait ce soir-là, en revenant à la vie, que Lucius a contribué à détruire son journal intime. Je sais pas s'il le sait déjà. Ah, Je pense pas. Je sais pas. Parce non, que je pense pas. je pense qu'il l'apprend après. Hein. Parce que ça va être une des raisons d'en vouloir à Lucius Malfoy et de lui faire payer. Et puis, bien sûr, l'échec de la bataille du département des mystères dans le tome d'après va jouer énormément aussi. Donc, pour le moment, il a besoin de Lucius, quoi. C'est pour ça que il le garde dans ses petits papiers, évidemment. Les Lestrange, eux, sont loyaux. Ils ont préféré renoncer à la liberté plutôt que de le trahir. À ce moment-là, on apprend que Voldemort va rallier les détraqueurs à sa cause, mais aussi les géants exilés. Voldemort continue à faire le tour des Mange-Morts. Je me suis posé une question sur les Lestrange. Parce que là, j'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas si c'est une erreur dans le texte, mais on parle de 2 Lestrange. Oui. Mais de qui on parle? Parce que, est-ce qu'on parle de Rodolphus et Rabastan? Est-ce qu'on parle des 2 frères? Et si on parle que des 2 frères, quid de Bellatrix Lestrange? Normalement, Bellatrix Lestrange, elle a sa place. Alors, est-ce qu'on parle du couple? Mais du coup, ça veut dire que Rabastan n'a pas sa place dans le cercle des Mange-Morts? Je sais pas. Je me demande si c'est pas un oubli qu'on parle que de 2 Lestrange, parce qu'au final, il y en a 3 C'est des cité Lestrange. comment exactement déjà? La phrase exacte. En fait, qu'ils en c'est parlent la phrase exacte, je sais plus, j'ai pas le livre vers moi. En gros, c'est précisé après qu'il ait fait son truc avec Lucius, c'est qu'il y a 2 espaces entre lui et un autre. Ouais, il y a 2 Et là, espaces, c'est ça. il dit que normalement, c'était les espaces où les Lestrange avaient leur place. Ça veut peut-être dire qu'ils n'étaient pas forcément à côté. Peut-être que c'était, par exemple, Bellatrix et son mari, et puis le frère était ailleurs. Ouais, je C'est pense. aussi possible. Mais ça veut dire que le frère est mis de côté, quoi. C'est-à-dire qu'on parle pas. Peut-être. Mais en fait, c'est ça. En fait, ce qui est bizarre, c'est juste on sait pas de qui on parle. Est-ce qu'on parle du couple ou est-ce qu'on parle des 2 frères? Et ça, on sait pas. Et dans un cas Mais comme est-ce dans que l'autre, il en manque un. Mais le frère, il est mort aussi. La différence, c'est ça, non? Ils sont enfermés à Azkaban, ils ont été fidèles, ils ont préféré renoncer à la liberté plutôt que de me renier. Lorsque la prison d'Azkaban aura été ouverte, les Lestrange seront honorés au-delà de toutes leurs espérances. Non, Rabastan, il est toujours Il y en- vivant. Il participe à la bataille. C'est Rodolphus alors peut-être qui est mort, je sais pas. Non, il participe aussi à la bataille du département des mystères. Il y en a aucun des 2 qui sont morts. Bon, alors ça tombe à Ah, il en manque un. On sait pas qui, mais il en manque un. Mais ça, c'est un détail. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être dans le reste. J'imagine bien quand même qu'on parle des 2 frères. Ça me paraît être plus logique comme ils sont de la même fratrie. Un peu comme... Bah non, Crabbe et Goyle, c'est pas des frères. Donc, bref, on sait pas trop, mais il manque soit le frère, soit Bellatrix. Mais après, je pense que quand même, en tout, il y en a... Les 3 doivent être dans le cercle des Mange-Morts, mais c'est bizarre juste qu'on parle de 2. Voilà. Alors, Voldemort s'arrête sur McNair, qu'on connaît bien depuis le tome 3, hein, pour être le bourreau attitré du ministère. Et le Seigneur des Ténèbres lui promet que ses prochaines victimes seront bientôt plus intéressantes. Ensuite, il s'arrête devant 2 silhouettes imposantes. Sans trop de surprise, là aussi, c'est des noms qu'on connaît. Il s'agit de Crabbe et Goyle. Enfin, les Crabbe et Goyle pères, vous l'aurez compris, qui ont l'air pas franchement plus malins que leur fils, soit dit en passant. Voldemort, il passe vite sur Crabbe et Goyle. Est-ce que c'est un truc anglo-saxon de mentionner les gens par leur nom de famille? Non, ça se fait beaucoup, je pense. C'est pas forcément. Dans la littérature française aussi, on Après, mentionne je les pense- gens par leur nom de famille? Pas forcément dans la littérature, mais quand on s'adresse à une personnalité publique ou même, je vois dans l'armée, les hommes entre eux, ils vont vraiment pas du tout tenir compte des prénoms, ils s'appellent par leur nom de famille. Mais même quand on parle, je sais pas, d'un président, on va dire à Macron, nanani, Ouais, on va ça pas va. dire, enfin, c'est assez courant de parler que du nom de famille. Moi, je l'appelle Manu. Putain, voilà. C'est bizarre. Moi, je l'appelle pas, moi. mais Tu sais, c'est comme Voldemort, faut pas prononcer son nom. après, il y a un côté, par exemple, dans Poudlard, il y a un côté vieil internat où, même en France, dans les internats d'antan, c'était ça, quoi. Ils se faisaient appeler par leur nom de famille aussi, tu vois. C'était pas Potter, c'était Marceau. Marceau, Lefebvre. Venez dans le bureau du directeur.
Mais c'est vrai que là, on parle de mange-mort d'adultes et ouais, comment on dit, pas leur surnom, mais bon, je sais Leur pas. prénom. Ouais, enfin, non, il y a un mot, je sais pas qui m'échappe, mais leur blaze, voilà, leur blaze, c'est leur nom, c'est leur nom de famille, ouais, tout à fait. Enfin bref, Voldemort il passe vite sur Crabbe et Gold. Je crois qu'il leur dit un truc du genre bon, vous ferez mieux la prochaine fois. Enfin, vraiment un truc Oui, presque paternisant, tu vois, genre c'est très bizarre. Enfin, on comprend vite que Peut mieux faire. c'est pas les chips les plus craquantes du paquet, comme on dit. Mais bon, est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. Voldemort cite ensuite le nom de Note, N-O-T, voilà, qui se prosterne littéralement devant son maître. Alors Note, pour le coup, c'est un nom qu'on va revoir parce que c'est le père de Théodore Note qui se verra refuser le club de Slog dans le tome 6 après que son père se soit fait arrêter suite à la bataille du département des mystères. Voilà. Donc Note, là qu'on a là, le mange-mort, il va participer à la bataille du département des mystères, comme beaucoup de mange-morts qui sont présents ce soir. Et il se fera arrêter et on fera la connaissance de son fils dans le tome 6. Voilà. Donc c'est intéressant, hein, ces noms qui viennent, qu'on a déjà entendus ou qui vont revenir un peu plus tard. On le disait un peu en off, mais c'est parfois un peu difficile, je sais pas vous, de garder le fil, en tout cas de bien identifier les mange-morts. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que c'est surtout des noms, mais ils sont pas forcément tous caractérisés. Et là, cette relecture a fait du bien peut-être pour, ok, on note qui est Note, est-ce qu'on le revoit, etc. Ouais, mais je pense que c'est peut-être aussi voulu parce que finalement, c'est un côté très clandestin, les mange-morts, il faut pas qu'ils soient démasqués dans la vraie vie, etc. Donc, c'est aussi peut-être voulu. Limite, je trouve justement qu'il y a presque trop de liens avec des élèves de l'âge de Harry et compagnie. Ils ont quasiment tous un fils ou une fille de cet âge-là. Et puis, on en a tous entendu parler quelque part, à part genre McNair. Ouais, McNair, le bourreau, je crois pas qu'il ait de descendance. Ouais. Non, mais sinon, les autres, enfin, c'est presque too much, on n'entend pas beaucoup d'autres noms. Bah, c'est Crabbe et Goyle, ça fait un peu too much, peut-être. C'est vraiment genre la copie, c'est copier-coller des élèves qu'on connaît, quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Dans le cercle, il manque ensuite, selon les dires de Voldemort, 6 mange-morts. 3 sont morts à son service, un autre a été trop lâche pour revenir, et un autre l'a quitté définitivement. Enfin, le dernier est son fidèle serviteur qui travaille actuellement pour lui. Et donc là, petit jeu. Je vais appeler ce petit jeu qui est qui. Alors, 6 mange-morts manquants, 6 mange-morts à deviner. Alors, il y en a 3 qui sont morts. Est-ce que vous les avez? Il y a Régulus, je pense. Il y a effectivement Regulus Black, donc le frère de Sirius. De Sirius. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc où je ne sais pas, mais je pense que c'est vraisemblable que Voldemort ignore comment est mort Regulus Black. Parce qu'on le rappelle, il est mort noyé dans la caverne après que Regulus l'ait trahi, parce qu'il a voulu venger Créature, son elfe de maison, parce que Voldemort l'a torturé justement pour cacher son Horcrux dans la caverne. Et donc Regulus s'est retourné contre Voldemort, s'est vengé, a remplacé l'Horcrux dans la caverne par un faux, avant de mourir tragiquement dans la caverne. Mais le fait que Voldemort dise de lui qu'il fait partie des mange-morts qui sont morts à son service, ça me fait dire quand même qu'il sait pas pour Regulus. Il sait pas qu'il l'a trahi. Ouais. Et puis en plus, il le sait pas parce qu'il pense son Horcrux toujours bien à sa place, etc. Il y a pas l'ombre d'un doute là-dessus avant qu'il apprenne que Dumbledore est parti à la recherche des Horcrux. Donc à mon avis, clairement, il sait pas du tout comment il est mort. Oui, clairement, il sait pas pour son Horcrux. Et a priori, il sait qu'il est mort, mais bon, il s'est pas trop posé plus de questions de savoir comment il est mort. Ouais, c'est vrai. Alors, il y en a 2 autres. Alors, ils sont un petit peu plus chauds quand même, les 2 autres. Ils sont en train de chercher, mais je trouve pas. Ouais. Alors, je pense qu'on en a fait mention dans le chapitre de la Pancine, quand on a revécu les procès, et qu'il y avait Maugrey Folleuil qui était à côté de Dumbledore pour lui faire ses petits commentaires à l'oreille. On a appris la mort de 2 autres mange-morts, Evan Rosier, qui a été tué par Folleuil. Ah, oui. Et aussi alors je sais jamais comment le dire, Wilkes, je vais l'appeler Wilkes, ça s'écrit W-I-L-K-E-S,
Et lui, alors on ne sait pas si c'est Folleuil qui l'a tué, mais il est également mort. Donc si c'est pas par Folleuil, il a été tué par un Aurore. Et je pense que c'est 2 noms qui sont cités dans les procès, ce qui fait dire aux fans que voilà, les 3 mange-morts morts, c'est certainement ces 3-là, Regulus Black, Evan Rosier et Wilkes. Un autre a été trop lâche pour revenir. À votre avis, de qui il parle? Ça aussi, c'est à peu près Karkaroff. Bien sûr. Igor. Je pense que c'est assez évident qu'il parle de Karkaroff. Il y a un autre qui l'a quitté définitivement. C'est Rogue. Bah moi, je pense que c'est Rogue aussi. Ouais. Mais pourquoi? Bah parce qu'il revient pas et que Voldemort. Je pense qu'il est à Poudlard chez Dumbledore et qu'il a changé de camp. On sait que c'est après justement toute cette discussion que Rogue va rejoindre Voldemort pour faire genre qu'il est toujours fidèle, etc., etc. Mais à ce moment-là, Voldemort ne le sait pas et il pense qu'il n'est pas revenu parce qu'il a changé de camp. Ouais, pour Voldemort, là, il se dit, ok, Rogue, ok, il est dans le camp de Dumbledore, ça fait 13 ans qu'il est prof, et visiblement, il n'est pas venu ce soir, donc en fait, il m'a quitté définitivement, quoi. Et donc, Rogue, il a un sacré boulot à faire en partant... pour reconquérir Voldemort. Pour reconquérir, j'aurais pas aimé être à sa place, malgré tout le mal que je pense de lui. GG pour avoir réussi à convaincre Voldemort, parce que là, clairement... Faut avoir des bolo-balls, hein. Là, il dit textuellement Voldemort qu'il va le tuer, quoi. Donc, ouais, il a eu des bolo-balls. Et enfin, bon, là, c'est peut-être le plus simple. Son plus fidèle serviteur. Bah, c'est Barty Junior. Évidemment. Là, on pourrait penser que c'est Rogue, justement, si on a déjà cette théorie en tant que lecteur de dire ouais, mais Rogue, c'est sûr, il trahit tout le monde et tout. Et en fait, non, il s'agit bien sûr de Barty Junior. C'est la voix qu'on a quand on lit Harry Potter. Ah oui, c'est la voix, oui, c'est comme ça, c'est la voix. Quand on fait des théories, c'est comme ça. Oh, c'est comme ça, mais Voldemort, mais c'est sûr que tu parles de lui. Quand tu prépares la fréquence, c'est comme ça que tu la prépares. Ah bien oui. Ah oui, bah, c'est sûr, il doit parler de ça. Quand tu fais tes petites notes, cette voix-là, quand tu rédiges tes petites notes. Mais bien sûr, il s'agit de Regulus Black, d'Evan Rosier et de Wilkes, c'est évident. Non mais c'est bien. Moi j'apprécie ces petites énigmes parce que là, elle cite Voldemort cite 6 mange-morts, mais on ne connaît pas leur nom. Et c'est intéressant parce que les fans, du coup, ils sont là en mode, mais c'est qui, du coup, c'est qui? Et je me souviens de toutes ces discussions sur les forums à l'époque, voilà, parce qu'on voulait décoder tout. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On peut trouver sur des Reddit et tout, encore des gens qui débattent sur ces trucs-là. Là, c'est à peu près sûr que les noms qu'on a donnés, normalement, c'est ça, quoi. Il y a très peu de place au doute. Alors, le plus fidèle serviteur de Voldemort, pour revenir à lui, un Barty Junior, mais on ne le sait pas encore. Ce plus fidèle serviteur est à Poudlard, et c'est d'ailleurs grâce à lui que Harry Potter se trouve parmi eux ce soir. Les mange-morts se tournent vers Harry, tandis que leur maître le présente comme son invité d'honneur. C'est le moment que choisit Lucius pour faire un pas en avant. On parlait de Bolo Balls, mais là, c'est peut-être l'instant Bolo Balls de Lucius. Et il demande à Voldemort comment a-t-il fait pour retrouver un corps et être devant eux miraculeusement ce soir. Et Voldemort répond que l'histoire commence et finit justement avec Harry. Alors il explique, tout en fixant Harry qui sent sa cicatrice exploser, que comme ils le savent, il a disparu en tentant de tuer Harry alors qu'il était bébé. Sa mère l'a protégé en se sacrifiant pour lui, et cette vieille magie lui a été fatale. Mais maintenant, ça ne fait rien, parce que oui, cette protection n'existe plus, et désormais, il peut le toucher. Et c'est alors que Voldemort s'approche de Harry en le fixant, et il le touche d'un doigt glacé, ce qui donne l'impression à Harry que sa tête va exploser dans une douleur terrible. Alors, j'ai noté un truc là aussi, peut-être différence, ou en tout cas imprécision, parce que c'est pas précisé dans le texte où Voldemort touche Harry. Il y a rien de... Mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais oui, tout à fait. Dans le film, il lui touche clairement la cicatrice. Là, je m'attendais à lire dans le livre lui touche la cicatrice. Non, c'est pas précisé. Mais bon, c'est assez sexy. Je trouve qu'il lui touche la cicatrice. Ouais, je trouve pas mal. Je le verrais mal lui toucher la main ou le nombril. Lui faire un check sur l'épaule. Je peux te toucher, Harry. Ah. Oui, maintenant je peux te toucher. Ah bah Sarah, elle est carrément partie. Voilà. J'ai juste allumé la lumière. T'aurais mérité qu'elle parte. Je sais pas si on va le garder. Non. Allez, oui. Non. Non, mais voilà, enfin, c'est vrai que la scène dans le film, pour le coup, je la trouve assez stylée. Avec le cri de Harry, Voldemort qui crie par-dessus, c'est glaçant. Ouais. Oh
Oui. Bah, là encore, on parlait de bouffonnerie un peu dans le dernier épisode. Il y a un peu de ça. C'est Voldemort qui crie, mais qui se moque d'Harry qui est en train de crier. Là, clairement, on n'a pas ce jeu dans le Voldemort qui est dépeint dans le livre. Hein. Voldemort se retourne ensuite vers les Mange-Morts pour poursuivre son récit. Quand le sortilège de mort a rebondi sur lui, il s'est senti arraché de son corps. Il se savait vivant, mais il ignorait dans quel état exactement, bien qu'il soit l'unique sorcier à être allé aussi loin sur le chemin de l'immortalité. Grâce à ses expériences précédentes, il a donc pu garder un semblant de vie, bien que le sortilège qui a rebondi était mortel. Il s'est battu sans relâche et il a rejoint une forêt lointaine où il a attendu que l'un de ses fidèles serviteurs vienne le retrouver en vain. Alors, il y a un petit malaise qui se fait sentir dans le cercle des Mange-Morts à ce moment-là, évidemment. Voldemort explique qu'il a donc dû prendre possession du corps de certains animaux, surtout des serpents, mais sans la possibilité de faire de la magie et la durée de vie de ces animaux était limitée, jusqu'au jour où il est enfin tombé sur un sorcier plutôt naïf, un professeur de Poudlard, et Voldemort y a vu sa chance. Il a donc rejoint l'école et bientôt pris possession du corps de ce professeur sans trop de peine, mais il a malheureusement échoué à récupérer la pierre philosophale, à cause de qui ? À nouveau, à cause de ce même garçon, Harry Potter. Et le professeur en parlait bien entendu de Quirrell. Son nom n'est pas cité dans le texte, c'est marrant, mais évidemment, le lecteur sait qu'on parle de Quirrell. Une fois son serviteur mort, c'était retour à la case départ pour Voldemort qui s'est senti encore plus seul et faible que jamais. Jusqu'à il y a 1 an à peu près, où enfin un serviteur lui est venu en aide. Il s'agit bien sûr de Cudver. Alors, il y a Voldemort qui dit de Cudver, à ce moment-là, je cite le texte, « Il a été arraché de sa cachette par ceux qui l'avaient autrefois compté parmi ses amis. » Je ne sais pas trop comment interpréter cette phrase, parce que est-ce que ça sous-entend que Cudver était vraiment ami à l'époque avec les maraudeurs ? Il était vraiment ami. Oui, clairement. Ouais, mais il a jamais été vraiment un ami. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Pour moi, oui. Si, quand ils étaient à Poudlard et tout, on voit dans les souvenirs de la pensine de Rogue qu'ils étaient vraiment tout le temps ensemble, etc. Et puis, faut pas oublier que la plupart des Mange-Morts, ils ont quand même été un peu dans les mêmes années qu'eux à Poudlard et savaient très bien vers qui se tourner Cudver à l'époque, quoi. Puis il a été gardien du secret de James et Lily quand même, donc si tu penses pas qu'il est ami avec eux. Ouais, mais. Oui, mais à ce moment-là, il était espion, il était plus vraiment dans le rôle d'ami, à mon avis. Donc, c'est pas de cette période-là dont on parle. Il a continué à se faire passer pour leur ami, même si au final, il était plus dans ce rôle-là. En fait, le truc, c'est que est-ce que en disant ça, Voldemort fait une petite pique à Cudver en mode c'était ses amis avant ? Tes potes. Ouais. Ou pas. Parce que vraiment, textuellement, ce qu'il dit, c'est par ceux qu'il avait autrefois compté parmi ses amis. Donc, en fait, c'est les autres qui pensaient que c'était leur ami. Enfin, tu vois, c'est pas Cudver qui était l'ami de ces personnes-là, tu vois. Donc, je sais pas trop comment l'interpréter. Voilà, pour moi, on est dans une petite zone de flou. Je sais pas si Voldemort, tu vois, le taquine un peu, taquine méchamment Cudver là-dessus ou pas. Est-ce que finalement, c'est pas aussi une manière pour Voldemort de railler l'amitié et puis toutes ces valeurs très Dumbledore, tu vois ? Ouais, c'est ça. Parce que en fait, je sais pas s'il y a de la moquerie ou pas. Lui, il a pas d'amis. Il a pas d'amis à proprement parler. Il a que des serviteurs ou des gens dont il se sert. Mais comme c'est des sentiments qui lui sont inconnus, à mon avis, il y a aussi une volonté de sa part de montrer, c'est pas quelque chose sur une valeur sur quoi on peut compter parce que il y a ça aussi. Il peut y avoir de ça aussi. Ouais. Non, on peut l'interpréter de plusieurs manières. C'est intéressant. Et la formulation est intéressante aussi. Il peut y avoir de la raillerie, mais c'est pas non plus textuel, quoi. On peut l'interpréter de plusieurs manières. Cudver a été aidé par les rats qu'il a croisés sur sa route. Et d'ailleurs, il y a une super fanfiction sur Cudver qui a été aidé par des rats. Ça s'appelle Ratatouille. Par Pixar. Pardon. Mais oui, je t'ai coupé pour faire cette blague-là. En relisant ce chapitre, je me suis quand même dit
J'imaginais la manière, la prise de contact entre Voldemort et Que de Verre à ce moment-là. Est-ce que justement, du coup, Voldemort, il devait être dans un rat, il y avait une petite discussion entre eux. Et c'est vrai que c'est un côté presque ratatouille. T'es Voldemort? Et toi, t'es qui? Non, mais toi, t'es Voldemort? Attends, t'es qui? Je suis Que de Verre. Que de Verre? Ouais, tu pourrais en faire un Pixar. Un peu. Ça aurait été mieux qu'il aille dans les cheveux d'un chef pour faire de la ratatouille en vrai, mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a fait un autre choix. Donc effectivement, et il a croisé sur sa route des rats sur son chemin pour chercher Voldemort dans la forêt profonde en Albanie. Un lieu que les rats évitaient justement hein, par peur d'être possédés et de mourir. Le lieu avait pas bonne réputation chez les rats et c'est finalement comme ça que de Verre a pu suivre la trace de Voldemort. Le quartier à éviter. Ouais, les copains... Il y a un mec chelou. Il y a un truc chelou là-bas. Les copains, on les a vus y aller, on les a jamais vus revenir. Non, on les a vus revenir, mais weird. Mais ouais, le regard un peu bizarre. L'intelligence n'étant... Il faisait que de parler d'un Harry Potter, chelou, le mec. L'intelligence n'étant pas le point fort de Que de Verre, Voldemort explique que cet idiot s'est arrêté dans une auberge à la vue de tous et que c'est là-bas qu'il est tombé sur une employée du ministère. Il s'agit bien entendu de Bertha Jorkins. Justice pour Bertha. Je tease. Justice. Ah, justice. Ouais, j'arrivais pas à le... Je tease, je fais quoi? Justice pour Bertha, la pauvre. Oui, c'est vrai qu'elle, c'est une grosse victime collatérale. Hein. Donc, sur sa route, Que de Verre a été dans une auberge, grand discret qu'il est. Mais bien que cette rencontre aurait pu mettre fin à la quête de Que de Verre, au contraire, elle a été d'autant plus bénéfique pour la suite des événements, car Que de Verre a convaincu Bertha d'aller se promener, puis il l'a neutralisée avant de la porter à Voldemort. En fouillant dans son esprit, c'est comme ça que Voldemort a appris à propos du tournoi des 3 sorciers, mais il a aussi appris grâce à elle qu'un autre de ses serviteurs était avide de travailler pour lui à nouveau. Et là, peut-être des auditeurs ont du mal à accrocher les wagons. On parle du fait que Bertha Jorkins a surpris Winky avec Barty Croupton Jr. Elle s'est rendue chez les Croupton et elle a surpris Winky en train de parler à Barty Jr. Même s'il était caché sous sa cape d'invisibilité, elle a compris en fait. Elle a tout de suite compris que Winky s'adressait au fils qui était censé être mort et du coup Barty père, en l'apprenant en fait, lui a modifié la mémoire. Mais Voldemort étant un sorcier encore plus puissant, hein, évidemment, il a réussi à déterrer ce souvenir chez Bertha Jorkins. Et c'est comme ça qu'il a appris que Barty Jr. était en vie. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais c'est vrai qu'en plus, comme c'est pas du tout adapté dans les films, ça peut être un peu compliqué à se remémorer. Après lui avoir soutiré tant d'informations, l'esprit de Bertha Jorkins s'était trop endommagé et Voldemort s'en est donc tout simplement débarrassé. Il pouvait pas prendre possession du corps de Que de Verre parce qu'il est censé être mort. Il a donc donné des instructions à son mange-mort afin qu'il puisse obtenir un corps rudimentaire et temporaire à l'aide d'une potion à base de sang de licorne et du venin de Nagini. C'est les détails de ce processus qu'on ne connaît pas. On en a parlé dans le dernier chapitre parce que comment il a réussi à avoir ce corps de fœtus, de bébé bizarre. On sait qu'il y a cette potion, mais est-ce que la potion suffit à elle-même? Moi, je pense pas. Et l'indice, c'est que J.K. Rowling on lui avait déjà posé la question, elle avait dit il y a des trucs que je préfère pas dire. Donc, ça veut bien... Elle avait imaginé le processus. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a cette potion à base du sang de licorne et du venin de Nagini, mais il y a autre chose qu'on connaît pas et qu'il vaut mieux peut-être jamais savoir. Je crois aussi. Là, j'ai mon esprit qui fonctionne. Là, je devrais pencher sur un papier et écrire mon propre roman. Ça se trouve, Que de Verre, il a été enceint de Voldemort, il a porté Voldemort et il a accouché de Voldemort. Oh. Ah ouais, c'est encore plus deg. Voilà, c'est fini pour moi. J'aurais préféré ne pas avoir l'image. Ah ouais, genre un truc accéléré, tu vois, pour pas que ça dure 9 mois et finalement c'est ça qui est ressorti. Parce que ça fait penser à un roman que j'ai lu il y a pas longtemps de l'heure des sorcières, les sorcières de Méfer. Ouais. Et je veux pas raconter, mais il y a un peu une histoire comme ça de bébé un peu bizarre, de monstres. De toute façon, là, on peut aller sur des trucs cradins. Ouais. Bah, il est sorti d'où oui. Oui. Alors, la pierre philosophale détruite, Voldemort a donc changé de stratégie. Son but désormais était de retrouver son ancien corps à l'aide d'une autre potion de magie noire qui requiert 3 ingrédients.
la chair du serviteur, queue de verre, les ossements du père, d'où leur présence ici, et le sang de l'ennemi. Et sur ce dernier point, eh bien, il aurait pu choisir n'importe qui, en vérité, comme lui a d'ailleurs conseillé maintes fois Queue de verre. Mais lui, Voldemort, savait que pour revenir aussi puissant qu'avant, c'était le sang de Harry Potter qu'il lui fallait. Alors, il dit textuellement, je cite, « Car alors la protection que sa mère lui avait léguée coulerait également dans mes veines. » J'avais oublié ce détail parce que finalement, c'est quelque chose dont il a conscience, en fait. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que ce qu'il prend comme une force, bah, en fait, ça va le condamner. Il pense qu'en ayant la protection de Lily dans ses veines, il va être encore plus puissant. Ça va le protéger aussi. C'est tout le final. Alors, c'est bien la preuve qu'il comprend rien en l'amour, comme le dit Dumbledore. Mais j'avais oublié, en fait, que Voldemort parle de la protection magique de Lily dans le sang de Harry. À ce moment-là, c'est quand même assez particulier. Ouais, moi, je me suis posé la question si, du coup, il a fait ça en se disant, bah voilà, après, je vais pouvoir, j'aurai plus de problème du toucher, je pourrais mettre la main dessus plus facilement. Mais est-ce que il pensait aussi pouvoir aller chez les Dursley, ne plus avoir cette barrière-là ou pas? Pas. Peut-être. Mais je pense que ce qui s'imagine surtout, c'est que ça fait un peu contre Uno, quoi. C'est-à-dire que si j'ai la protection en moi, en fait, c'est bon, je peux le toucher, je peux le tuer, en fait. Sauf que à ce moment-là, il va oublier un peu ce qui relie Harry et lui, et la fin de la prophétie, hein, parce que en gros, aucun ne peut vivre tant que l'autre survit. Et en fait, on le rappelle pour ceux, parce que c'est vrai qu'on reçoit souvent la question dans la volière, la question de pourquoi Harry ne meurt pas dans la forêt interdite, et ben la réponse est là. Il ne meurt pas parce que Voldemort a la protection de Lily, et donc quand Voldemort tue Harry est censé mourir, mais la protection de Lily, elle, est toujours là dans le corps de Voldemort, et donc c'est pour ça qu'il se crée quelque chose d'unique dans la magie, et Harry se retrouve dans les limbes avec cette possibilité de revenir à la vie, dépossédé de l'Horcrux, ou bien de mourir complètement. Mais au moins, il a ce choix. Et il a ce choix grâce à quoi ? Grâce à la protection de Lily qui coule dans les veines de Voldemort. Et donc là, en prenant le sang de Harry, il se condamne, Voldemort. Il se condamne. Le plan de Dumbledore est en marche, en fait. Et c'est pour ça, il y a un moment que j'adore, c'est que quand Dumbledore va l'apprendre, quand Barty Junior déballera tout le récit sous Veritaserum, il y aura une espèce d'étincelle dans les yeux de Dumbledore à ce moment-là parce qu'il comprend que son plan est en marche, quoi. Et c'est trop bien. C'est trop bien. On arrive vraiment dans le fond de l'histoire. C'est trop cool. Clairement. Et on peut se dire aussi que finalement, il aurait dû écouter Queue de verre. C'est intéressant quand même. Parce que s'il avait écouté Queue de verre... Il n'est pas si bête que ça, finalement. Bah, finalement... Quoique. C'est parce qu'il avait peur aussi des conséquences. Il n'a pas tous les éléments. Il a aussi la flemme, faut le dire. Oui. Puis il a peur. Il se dit, mais un ennemi, t'as des ennemis partout, monsieur Voldemort. Ouais, voilà. Mais finalement, ça aurait été quand même une meilleure solution. Alors évidemment, kidnapper Harry n'a pas été une mince affaire pour Voldemort, d'autant que Dumbledore a mis en place un certain nombre de protections magiques autour de lui. Mais, on le rappelle, Bertha Jorkins l'a bien aidé sur ce coup-là. C'est elle qui lui a donné l'idée du tournoi des 3 sorciers, et son fidèle mange-mort infiltré à Poudlard a ainsi veillé à ce que le nom de Harry soit sélectionné par la Coupe de Feu, mais aussi que Harry soit le premier à toucher le trophée cette nuit pour venir jusqu'à lui. Un plan qui a marché à merveille, comme tout le monde peut le constater. Alors, on va pas épiloguer parce que on en a parlé maintes fois de ce plan. Certes, il est fun d'un point de vue narratif, mais il n'a aucun sens d'un point de vue rationnel. Hein. On est d'accord. Il est là, Voldemort, il est super fier de son plan. Vous voyez, Bertha Jorkins sur les 3 sorciers, il a touché le trophée en premier. Mec, t'aurais eu 10 000 façons de le faire venir plus tôt et plus rapidement que ça. D'une façon beaucoup moins alambiquée, mais soit. Et aussi, un autre truc qui coule dans la fiction, mais qui rationnellement, ça n'a aucun sens, c'est le fait qu'il ne parle pas, enfin, qu'il ne cite pas Barty Junior. Je veux dire, ça serait quand même une grande nouvelle pour les mange-morts d'apprendre que Barty Junior est en vie. Ouais, mais est-ce qu'il a pas peur un peu des fuites qu'il pourrait y avoir? Des gens un peu trop bavards? Il y a quand même ce côté finalement masque qu'ils ont, ou cagoule ou autre. Eh ben, ça donne une ambiance où il a un peu le culte que entre eux, les mange-morts ne doivent pas forcément tout savoir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais non, là, clairement, c'est le côté... il faut pas dévoiler ce qui va faire un monstre retournement, un grand retournement de situation. C'est très utile au climax.
Voilà. Sans prévenir, Voldemort s'avance en direction de Harry et il lève sa baguette pour lui lancer un Andoloris. La douleur est telle que Harry n'a plus qu'un seul souhait, mourir maintenant pour en finir. Mais bientôt la douleur s'arrête et Harry, toujours ligoté à la pierre tombale, entend le rire des mange-morts. Voldemort profite de ce moment de triomphe pour affirmer à son audience que seule la chance a permis à Harry Potter de lui échapper 13 ans plus tôt et qu'il va le prouver ce soir en le tuant devant tout le monde. Et cette fois, Dumbledore ne sera pas là pour lui venir en aide et encore moins sa mère. La violence quand même de ça. Enfin. Et pour que la démonstration soit indiscutable, Harry aura le droit à sa baguette pour se défendre. Ensuite, Nagini pourra dévorer son corps sans vie. Voldemort ordonne alors à Queue de Verre de détacher Harry et de lui rendre sa baguette magique, tandis que le serpent rejoint le cercle des mange-morts pour assister au spectacle. Spectacle que nous aurons dans le prochain chapitre. Eh oui, là, c'est vrai que c'est très découpé, hein, la fin de la coupe de feu. C'est frustrant. Après, j'entends d'ici votre frustration. Suspense. Et c'est le moment de décider du meilleur personnage du chapitre. Honneur à notre invitée, Sarah, qui as-tu retenu ? La rubrique est bizarre quand même. Ouais. Là, pour le coup, c'est un peu compliqué dans ces chapitres-là. Il y avait pas grand choix si on veut rester un petit peu dans le côté force du bien. Du coup, j'ai quand même pris pauvre Harry qui subit quand même tout ce qui se passe ici et voilà. Même s'il est pas très actif et tout, on n'aimerait pas être à sa place. Hein. Après, ça peut être meilleur, on dit meilleur, mais ça peut être le personnage qui a le plus marqué, le personnage le plus marquant, qui s'est un peu... Voilà. Et toi, Jérémy ? Bah ouais, pour le coup, moi, j'ai pas du tout été original parce que je trouve que Voldemort, il prend toute la place. Donc, bah oui. Puis c'est vrai que c'est son retour, donc c'est le chapitre de Voldemort. D'ailleurs, il prend un malin plaisir, il prend son temps, il raconte tout, il fait le récit. C'est son moment, quoi. Et voilà, quoi. En fait, je sais pas, là, je viens de réaliser, mais c'est fou quand même que il y a Voldemort, il est revenu, tu vois. Tu vois, genre, c'est fou. Alors, on a eu Quirrell, on a eu le souvenir, mais là, c'est le vrai Voldemort qui va nous poursuivre jusqu'à la fin. Ça y est, il est là, on le décrit dans la fréquence, c'est cool. Enfin, c'est cool. Enfin, c'est excitant un peu. Et toi, Marina ? Bah, moi, j'ai pas arrêté de penser à ce chapitre à Lucius Malfoy. Je me dis, mais quel asshole quand même. Enfin, c'est un mec, déjà, on en a parlé dans la chambre des secrets. Il a aimé un peu harceler Harry, Ron et Hermione dans la librairie. Et puis, je sais pas, c'est un Harry Potter, il est à l'âge de son fils quand même. Ouais. C'est un adolescent, pourquoi tant de haine envers un adolescent et tout. Et les autres, c'est pareil, mais Lucius Malfoy, il a rencontré Harry, il l'a vu, il a l'âge de son fils. Je sais pas, je me dis, mais quel connard, quoi. Parce qu'en plus, il a une place dans la société. Enfin, il est vraiment détestable, quoi. Ouais. Voilà. Je pense qu'il aurait jamais l'audace, ni la cruauté, peut-être, de tuer Harry de ses propres mains. Mais je pense que ça ne lui fait rien si ce soir il voit Voldemort assassiner Harry. Ouais. Mais pour le coup, lui, c'est aussi un vrai opportuniste. Hein, oui. Malfoy. Donc, d'ailleurs, je me suis posé la question. J'ai pas pensé à en parler pendant le chapitre, mais s'il y avait des mange-morts qui avaient été soulagés de la disparition de Voldemort, en fait. Peut-être qu'il en faisait partie. Ah, clairement, Lucius en faisait partie. Je pense que là, quand la marque des ténèbres a brûlé sur son bras, c'était clairement pas une bonne nouvelle pour lui. Oui, parce que finalement, il vit quand même d'une manière assez confortable, parce qu'il continue ses pratiques un peu obscures, mais en même temps, il est inséré dans la société, il inspire de la crainte, donc jusque-là, il était tranquille, quoi. Il est dans les petits papiers du ministre de la magie et tout. Et d'ailleurs, on le rappelle, dans la Chambre des Secrets, dans le tome 2, il a failli contribuer au retour de Voldemort, mais lui, il ne le savait pas. Hein. C'est-à-dire que le journal intime, il l'a inséré à Poudlard à travers Ginny pour rouvrir la Chambre des Secrets, mais pas pour faire revenir Voldemort. Hein. Ça, il le savait pas. Hein. Donc, oui, carrément, c'est un opportuniste de fou. Et nous passons à ma chronique préférée, le renommage de chapitre. Sarah, est-ce que tu en as trouvé un ? J'en ai plus d'un, mais... Ah donne-en un à Marina.
Non, j'en ai un. Ah non, non, non. Incroyable. Partage pas ce genre de choses. Elle n'est pas partageuse. Ah non, non. Alors, j'en ai un plus sérieux et après j'ai un peu des blagues, voire des blagues nulles. Alors, dans le côté blague, on s'était dit rendez-vous dans 13 ans. Oh, Pas mal. on s'était donné rendez-vous dans 13 ans. Même cimetière, la même ambiance. Non, mais dommage qu'il n'y ait pas la vidéo quand même. Hein, parce que là, c'était. On se c'était génial. positionnera J'avoue. dans le cercle comme avant. Malgré 6 manches disparus. Ah super, j'espérais qu'on m'épargne de le chanter. C'est parfait. Et sinon, alors celui-là aussi blague nulle, il est venu en reparlant juste avant du fait qu'il était de Voldemort était de retour et tout ça. Je me suis dit Vol-2-mort avec un 2 au milieu. Oh oui, comme le tonnerre de Zeus au parc Astérix. Bah non, c'est vrai. Voilà. Ouais, ok. Non, c'est bien trouvé. Le vol de mort, putain, j'adore. Je vais l'appeler comme ça maintenant. Je vais l'écrire comme ça. Et puis sinon, le plus sérieux, c'est en référence au récit du prince qu'on a dans le dernier tome. J'ai pensé au récit du Lord, vu que Voldemort oui. fait son monologue là C'est vrai. pendant tout le Confession. chapitre. Ouais. Bah, bravo. Et toi, Jérém? Moi, j'en ai 2 à proposer, mais aucun de sérieux. Harry Potter et la coupe de feu, chapitre 33. Père Castor, raconte-nous une histoire. Eh, tu l'as déjà utilisé, ce Je chapitre. l'ai peut-être déjà utilisé. Ouais. Ouais, Ça me- mais c'est un classique, ça passe ouais. toujours. Mais là, est-ce que... Là, ça colle bien, quand même. Parce que c'est vrai que Voldemort, il prend son temps. C'est le papa Castor. Hein, Ouais, mais c'est les méchants, ils aiment bien les méchants Ouais. dans l'histoire, Oui. raconter tous leurs plans, Étendre ce le qu'ils ont truc. fait. Et sinon, j'en ai un autre, mais je sais pas si je l'assume vraiment. Chapitre 33, How I Met Your Mother. Parce qu'il parce qu'il dans son récit, il parle un peu de la... Ouais, voilà. Je l'assume pas trop, celui-là, mais let's go. Et toi, Marina? Moi, c'est tout simple, plus un peu nul. C'est macabre notification. C'est pas ton meilleur, si je puis me permettre. Parce que des fois, t'arrives, t'improvises un truc et Non, j'ai pas improvisé et c'est en une plus, c'est dinguerie. ça le pire. C'est que j'ai pas Mais improvisé. Eh ben, improvise la prochaine fois. C'est que j'ai cherché. C'est ça le pire. Non, mais voilà. De toute façon, non, mais c'est dur. Des fois, on est... C'est trop dur, quoi. Non, et il y a certains auditeurs qui m'ont dit, en fait, t'as raison et tout, c'est super dur. Ils essayent de se prêter à l'exercice et ils disent que c'est pas simple hein, de renommer le chapitre à chaque fois. Non, c'est pas simple. Faites l'exercice chez vous. Et vous pouvez le commenter aussi. Hein. On aime bien recevoir vos propositions, n'hésitez pas à le faire. Merci, Jérémy, réseaux sociaux. Sur ça. Pour le référencement, bien sûr. Like, on met des étoiles pour le référencement, les petits loups. Hein. Ah, les petits pouces bleus. Ah non, même pas, ça marche pas en podcast. Allez, sur ce moment un peu cringe, on passe à la volière. Et nous commençons avec un premier hibou sonore, celui de Lucas. Salut la fréquence, je m'appelle Lucas et j'écoute votre podcast depuis peu. Et j'avais une petite question. C'était par rapport à l'épée de Godric Gryffondor, parce que il est dit que Dumbledore met l'épée sous la vitre, mais Neville la récupère dans le Choixpeau. Ça voudrait dire qu'il y a plusieurs épées de Godric Gryffondor. Merci pour ce que vous faites. J'adore votre podcast. Gros bisous. Merci Lucas pour ton hibou. Alors tu as tout faux. Non, je plaisante, pardon. Nul. C'est faux. C'est pour envoyer un vocal comme ça. Je plaisante Lucas, je plaisante. C'était très bien ton non, hibou. c'est pour ça qu'on l'a pris. Ah oui, bien sûr. Et non, il n'y a pas plusieurs épées de Gryffondor. C'est juste que la vitre, en fait, elle emprisonne pas l'épée quand elle est appelée par quelqu'un qui le mérite, on va dire. Elle apparaît à la personne qui est dans le besoin, enfin Gryffondor, qui est dans le besoin de l'épée.
Donc en fait, c'est la même épée qui est sous vitre dans le bureau de Dumbledore, mais elle apparaît au moment opportun. Voilà, Lucas. Ouais, c'est ce qui est arrivé dans le tome 2 aussi, hein, quand Mm-mm. l'épée apparaît à Harry dans la chambre des secrets, bah, en fait, c'est comme si l'épée transplanait du bureau de Dumbledore jusqu'à la chambre des secrets. Là, c'est pareil pour Neville. La seule différence, alors je sais pas si c'est moi où je manque un élément de l'histoire, mais dans le livre, je sais pas où se trouve l'épée avant qu'elle apparaisse à Neville dans le chapeau. Parce qu'elle a été volée par Gripsec. Gripsec, il s'est enfui de Gringotts après avoir guidé le trio jusqu'au coffre de Bellatrix Lestrange. Mais dans le film, il y a une différence, c'est que Gripsec, on le voit, il est mort. Il a été tué par Voldemort, et là, il y a l'épée qui disparaît. D'ailleurs, l'épée, elle disparaît où, je ne sais pas, dans le film. Mais dans le livre, Gripsec est peut-être mort, mais c'est pas sûr, on ne sait pas. Et surtout, est-ce que Gripsec avait l'épée encore avec lui et qu'elle a disparu? Enfin, c'est possible qu'il l'avait dans la main et pouf, elle a disparu s'il était encore en vie, je sais pas. En gros, je sais pas où l'épée se trouvait. Je sais pas si c'est indiqué, je crois pas qu'on sache. Mais en tout cas, pas dans le wiki, c'est pas indiqué. Non, je crois pas. Hein. Je sais pas non plus. C'est vrai qu'on perd sa trace après le cambriolage de Gringotts, mais pour le coup, je trouve que c'est un bon ajout des films d'avoir fait disparaître l'épée de manière visuelle, que même si on passe pas des plombes dessus, on se rend compte que c'est un objet quand même magique qui peut disparaître et réapparaître à d'autres moments. Ouais, ouais. Visuellement, ça marche. Elle a disparu et ensuite elle réapparaît, oui. Et c'est ce que j'avais un peu en headcanon, mais c'est vrai que c'est pas décrit dans les livres. Mais ouais, effectivement, ouais, Gripsec qui est tué avec l'épée qui disparaît. Non. Même si dans le film, il y a cette idée où visuellement, il faut que le spectateur comprenne que ça disparaît, ça réapparaît, il y a de la magie. En soi, dans le canon, ça fait pas trop de sens que l'épée disparaisse. Il y a pas de raison que l'épée disparaisse. Mais pour autant, on sait pas où l'épée se trouve. Donc, finalement, le film répond à plus de questions. On passe tout de suite au prochain hibou sonore. Il nous a été envoyé par Fanny. Hello la fréquence, j'espère que vous allez bien. Je suis une nouvelle auditrice du podcast. Je me suis replongée dans les livres il y a à peine un mois et j'ai commencé le podcast juste après sur les conseils d'une copine et j'ai tout dévoré. J'ai pas encore complètement tout rattrapé, mais ça avance. Je crois que j'en suis à la fin du livre 3 en ce moment, donc j'ai un peu l'impression de vous écouter depuis le futur, donc c'est plutôt sympa. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites parce que c'est super cool et je prends beaucoup de plaisir à vous écouter dès que je suis sur le trajet ou que j'ai une petite pause. Aujourd'hui, j'avais 2 questions pour vous. La première, c'est dans une volière que j'ai écoutée il y a pas longtemps, vous parliez du fait que Voldemort ne serait pas devenu un fantôme pour plein de raisons. Et entre autres parce qu'il avait une demi-vie, une vie maudite, une demi-âme, et que du coup, on estime que ça serait pas possible qu'il devienne un fantôme même s'il l'avait voulu. Et du coup, je me suis posé une question, est-ce que les prisonniers d'Azkaban qui subissent le baiser du Détraqueur peuvent devenir des fantômes? Ou est-ce que vous pensez que comme ils n'ont pas d'âme, du coup, c'est impossible pour eux de devenir un fantôme? Et la deuxième question que j'avais, c'était par rapport aux actes de magie involontaires des jeunes sorciers avant qu'ils commencent Poudlard. On sait que, voilà, on connaît l'acte de magie de Harry, on connaît même celui de Neville qui rebondit par la fenêtre. Mais je me suis demandé qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer, ou à votre avis, quels étaient les actes de magie involontaires d'autres sorciers comme Hermione par exemple ou Ron. Moi j'imagine vraiment Hermione, petit enfant qui involontairement range tous ses livres par ordre alphabétique en les faisant léviter ou quelque chose comme ça. Voilà, dites-moi si vous avez des idées et encore une fois merci beaucoup pour votre podcast. Bisous. Merci Fanny. Alors je sais pas si quand est-ce que tu écouteras cette volière, peut-être sûrement dans le futur du coup, mais mais au moins voilà, on va tenter de répondre. Alors première question, peut-on devenir un fantôme après avoir reçu le baiser du Détraqueur? Je sais pas ce que vous en pensez vous, moi je pense que non, parce que si l'âme a disparu, j'ai l'impression que plus rien ne peut rester sous forme fantomatique. Tout dépend des croyances de chacun en fait. Non mais dans Harry Potter. Dans Harry Potter. Oh la team premier degré, vous avez une représentante ce soir avec vous. Non mais j'étais partie dans la philosophie. Ah tu m'as tué là, c'était drôle. Surtout on parle de baiser du Détraqueur, tu sais. Bah non, ça dépend de ta croyance.
suis vraiment à fond dans le sujet, désolée. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, là, c'est ta fibre en plus, hein, les fantômes et tout. Oui, Sarah, tu disais. Non, Pardon. moi, je pense, de manière très sérieuse, que Nick quasi sans tête, quand il parle du fait de devenir un fantôme, il dit qu'il faut avoir peur de la mort pour en devenir un. Et je pense qu'en ayant subi le baiser du détraqueur, on n'a pas de peur, de sentiment, de tout ça. Ouais. Donc, clairement, à mon avis, c'est pas possible. Ouais, et puis, ouais, et je pense qu'un peu comme les portraits, c'est quand même une trace de l'âme de la personne. Donc, si l'âme a disparu, enfin, je sais pas. Ouais, je pense que c'est pas possible, malheureusement, même s'il y avait ce projet du sorcier ou de la sorcière avant de recevoir le baiser du tracker, de devenir un fantôme, je pense que ça annule ça. En tout cas, ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et sinon, sur les actes involontaires de magie, de la part de Ron ou Hermione, par exemple, avant qu'ils rentrent à Poudlard, c'est une question qu'on n'a jamais eue, je pense. Je crois pas qu'on ait des détails sur une utilisation involontaire de la magie chez Ron ou Hermione. En tout cas, sur Hermione, c'est sûr. Après, concernant Ron, c'est quand même fortement probable qu'il ait fait de la magie avant, je pense. Quand on vient d'une famille de sorciers, c'est beaucoup plus facile. Je me souviens d'une anecdote où Fred et George, ils ont tenté de lui faire un serment inviolable, par exemple, quand il était petit. Donc, il arrive ce genre de dinguerie chez les Weasley. Donc, je pense que Ron, il a dû déjà faire de la magie. Ouais. Après, Hermione, je sais pas. Hermione, c'est une autre... parce qu'elle vient d'un milieu moldu. Donc, si elle arrive à faire un truc inexpliqué, c'est un peu plus chaud quand même. Je sais pas si ça lui est arrivé ou pas. Qu'en pensez-vous ? Moi, j'ai repensé au fait qu'Hagrid disait à Harry est-ce qu'il ne s'est jamais passé de choses bizarres quand tu avais peur ou que tu étais en colère? Et je pense qu'en fait, tous les jeunes sorciers, ils ont à un moment donné, quand justement ils ont peur ou qu'ils sont en colère, ce genre de choses. Du coup, en pensant à ça, j'essayais d'imaginer ce que ça pouvait être pour les différents personnages. Ron ou Ginny ou les Weasley, je les vois tout à fait avoir ce genre de magie qui émerge. Je sais pas, il y a une dispute avec les frères et sœurs et pour te défendre, t'as de la magie qui émane de toi, ou alors la mère de Ron qui vient contrôler que la chambre est rangée et que tout d'un coup, plaf, il y a tout qui se range parce qu'il avait pas du tout fait, puis qu'il avait peur des conséquences, ce genre de choses. J'imagine un peu ce genre de choses-là. Après, ça m'a fait repenser à Lily, qui arrivait à ouvrir des fleurs et à refermer des fleurs, ou à voler plus haut en sautant de la balançoire. Et je me suis dit qu'elle devait être quand même vachement badass comme sorcière pour déjà, même sans baguette magique, pour canaliser tout ça, réussir à faire ce genre de choses. Ouais. C'est vrai qu'on peut comparer peut-être Hermione à Lily là-dessus. Mais même à Harry, il lui arrivait des trucs, genre ses cheveux qui repoussent tout seuls, son pull qui rétrécit. Donc Hermione, il lui a forcément arrivé des choses. Ouais. C'est comme on en entend parler aussi dans Hogwarts Legacy, finalement, que dans certains endroits du monde, les sorciers n'auraient pas de baguette pour canaliser leur énergie et tout ça. Puis je pense que ça se rapproche un peu à ce type de magie que les enfants ont avant d'y être initiés à Poudlard avec une baguette et autres. Il y a toujours un truc bizarre sur la magie que provoque Harry quand il est enfant. C'est que souvent, Pétunia est spectatrice de ça. Et ça se demandait si Pétunia, elle sait que c'est de la magie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est tellement évident. Genre, elle lui rase le crâne. Le lendemain, il se réveille, il a des cheveux. Elle sait que c'est de la magie. Quand elle essaie de lui faire enfiler un pull et qu'il rétrécit si bien que ça devient le pull d'une poupée Barbie, c'est la magie. Alors que dans le cas de Lily ou d'Hermione, par exemple, bah, il n'y a pas leurs parents pour savoir, enfin, il n'y a pas de tuteur, de parents pour savoir que la magie existe. Et donc, si jamais il arrivait un truc bizarre avec Hermione quand elle avait peur ou quand elle était en colère, par exemple, et que ses parents étaient là, ou que d'autres moldus étaient là, ça peut tout de suite provoquer des situations un peu bizarres. Ça peut même détruire une enfance. Enfin, je veux dire, je sais pas, genre, imaginons dans une cour de récré, il y a de la magie tout de suite. On peut dire qu'elle est maudite, qu'elle est, tu vois. Et Hermione n'a pas l'air enfin, elle en parle jamais, donc je sais pas. Moi, je pense que dans un premier temps, il y a que le fait qu'on ne pense pas à la magie existante dans notre monde, en tant que notre cerveau, il est formaté pour se mettre dans le déni dans ces moments. Donc, les gens, dans un premier temps, ils vont vraiment
chercher des explications rationnelles à ce qui vient de se produire, quitte à les inventer. Et puis, quand vraiment c'est pas possible de le faire, il y a comment ils disent, les obligatoires ou ce genre de brigade du ministère qui intervient. Typiquement, ce qui s'est produit avec la tente marge qui a été gonflée comme un ballon, c'est le genre de choses qui doit assez fréquemment arriver avec les nés moldus, en fait. Ouais, c'est intéressant. Je pense à Tom Jedusor, on a beaucoup parlé de Voldemort, mais Tom Jedusor à l'orphelinat, c'est ça aussi, c'est que mais lui, c'est encore plus chaud parce qu'avant même son entrée à Poudlard, il arrive à maîtriser la magie pour faire mal aux autres. Et finalement, quand Dumbledore vient le voir pour lui dire tu es un sorcier, il fait ah ok, c'est pour ça. Hermione, pour le coup, bah, elle a pas eu de Severus Rogue pour lui annoncer que c'était une sorcière. Hermione, elle l'a appris avec sa lettre. Est-ce que c'est venu lui confirmer quelque chose sur lequel elle avait des soupçons? Elle s'est dit tiens, je suis différente, j'ai l'impression que j'arrive à faire des trucs irrationnels. Ou est-ce que ça a été vraiment une surprise à 100%? Je ne sais pas. Mais c'est bien aussi de pas savoir. Être canon à vos fanfictions, les amis. Laisse travailler l'imagination. Ouais. Nous passons au hibou sonore de Marianne. Hello la fréquence, je viens de tomber sur l'épisode où vous parlez d'Hermione et de ses parents qui la voient pas beaucoup pendant les vacances. Je suis maman et je me dis que quand mes enfants recevront leurs lettres quand ils auront 11 ans, j'imagine que même si ça me ferait de la peine, je préférerais qu'ils passent plus de temps avec un univers sorcier qu'ils ne connaissent pas étant enfants de Moldus, plutôt que qu'ils rentrent à la maison et soient un peu avec des gens qui ne les comprennent pas. Donc je pense que je préférerais qu'ils passent leurs vacances à Préolard ou à Poudlard et qu'ils passent du temps avec des amis comme eux, plutôt qu'à la maison enfermés dans leur chambre à lire des livres que je ne peux pas comprendre. Et pareil pour les vacances, je pense pour les vacances d'été, je pense que je préférerais qu'ils passent chez des copains comme eux. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais mon ressenti de maman, ce serait un peu ça. Voilà. Bisous. Merci Marianne pour ton hibou. Alors je sais pas. Je comprends ton point de vue. Mais est-ce que après je pense que tout dépend du caractère de l'enfant. D'abord, de tout le temps, parce qu'en gros Poudlard c'est ni plus ni moins un internat. Est-ce que c'est bon de l'isoler de sa famille? Tout dépend du caractère de l'enfant. Et le truc que j'avais noté aussi, c'est que du coup, ça peut le couper du monde extérieur. Et vu que Poudlard s'est déjà bien coupé du monde extérieur, est-ce que c'est une bonne chose de couper son lien avec la société et qu'il soit encore plus, à l'ouest par rapport au monde actuel? Mais bon, quand on voit les Weasley, ils sont chez leurs parents et pourtant ils sont coupés de la société actuelle. Donc je sais pas. Poudlard, c'est cool, mais c'est quand même dangereux aussi. Je sais pas, à chaque fin d'année, il manque d'avoir des morts. Enfin, il y a des morts. Donc, je sais pas. Après, moi, je dirais tout dépend du caractère de l'enfant. Oui, est-ce que c'est une demande de l'enfant? Ouais, si c'est une demande de l'enfant, s'il préfère être à Poudlard que de rentrer pendant les vacances et tout, bah ouais, carrément, pourquoi pas. Je pense que ça dépend aussi beaucoup du climat familial. À mon avis, on peut comparer ça un petit peu à, je sais pas, un enfant qui a une grande passion dans quelque chose, ça n'empêche pas les parents de s'y intéresser, même si ils sont moldus et pas leur enfant. Typiquement, on peut imaginer que c'est ce qui se passe avec Hermione quand on voit qu'elle va en vacances en France et qu'elle a appris plein de trucs sur des sorciers français, etc. Ça montre quand même que ses parents, ils ont aussi fait la démarche d'être OK, que malgré qu'ils partent en vacances ensemble, ils s'intéressent aussi à son monde et tout ça. Ils viennent avec elle sur le chemin de traverse. Et puis, ils ont l'air quand même émerveillés de tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, il y a quand même ce côté où si ta famille, elle cherche aussi à s'intéresser à ton monde, à toi, autant que toi, tu dois t'intéresser à ce qui se passe dans la vie de tes parents, ben, pourquoi pas? Ouais. C'est l'impression que ça m'a donné le message de Marianne, c'est que finalement, est-ce que c'est pas un peu triste cet état de fait que les enfants nés moldus, les sorciers nés moldus font plus partie du même monde et qu'il y a une espèce de cassure qui se crée avec les parents? Ça peut arriver, hein, c'est sûr. Mais je suis d'accord avec toi, Sarah, que c'est possible autrement aussi. On le voit avec Hermione. Hermione en a un bon exemple, ouais. C'est que même si elle n'appartient plus au même monde que ses parents, ça les empêche pas de partager des choses. Après, dans le cas précis des vacances, ouais, comme tu dis, Marina, je pense que c'est un peu au cas par cas. Hein.
Il y a peut-être des Némoldus qui ont envie de rester à Poudlard, d'autres qui ont besoin de revenir chez leurs parents. Puis Noël aussi, pour certaines personnes, Noël, c'est important. Pour d'autres, ils préfèrent rester avec des copains. Enfin, ouais. Mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue de maman, Marianne, puis de toi aussi, Sarah, du coup. Voilà, dites-nous si vous avez des enfants Némoldus, dites-nous comment vous... D'ailleurs, quand Hermione est venue visiter la France avec ses parents, c'est là où elle a découvert Fréquence 9 3 quarts. Je tiens à le préciser. Allez, on passe au prochain message. Le dernier de cette volière, il nous a été envoyé par Thomas. Salut la Fréquence. J'ai découvert votre podcast cet été et je suis en train de rattraper mon retard au fur et à mesure. Donc peut-être que ma question est déjà parue dans une volière il n'y a pas longtemps. Si c'est le cas, je m'en excuse. Ma question porte sur le retourneur de temps. Est-ce que selon vous, il est possible qu'un objet soit dupliqué? Imaginons quelqu'un retourne dans le passé et perd un objet. Je me dis que potentiellement c'est possible sur des objets basiques, mais qu'en est-il de certains artefacts comme par exemple un Horcrux ou même par exemple une relique de la mort, par exemple la baguette de Suro. Si une personne qui a la baguette la perd, qu'est-ce qu'il advient de cette baguette? Est-ce que on se retrouve avec une temporalité avec 2 baguettes de Suro? Est-ce qu'elles ont chacune leur propre allégeance ou est-ce qu'elles ont la même allégeance? Voilà. Je sais que c'est une question un peu particulière, mais voilà, si vous avez le temps d'y répondre, je vous remercie et continuez le travail que vous faites, c'est génial. Les retourneurs de temps. Les retourneurs de temps. Wouhou, les retours dans le temps. Les retours dans le temps. Merci Thomas. Celui-là, il est pour moi, souvenez-vous. Oui, je le reconnais. À sa petite saveur de paradoxe temporel. Non, c'est vachement intéressant en vrai. Je pense que ça arrive tout le temps. En vrai, parce que si le retour dans le temps est possible, oui, les objets peuvent être dupliqués et ils le sont par défaut. Par exemple, c'est bête, hein, mais les vêtements que portent Harry et Hermione sur eux à la fin du 3, ils existent en double, ces vêtements. Et j'imagine que si tu perds un objet, par exemple, si tu perds, je sais pas moi, tu te mets à poil, et les vêtements, ils sont en double. Il y a ceux du passé et puis ceux du futur, en fait. Enfin, voilà. Je pense que, en fait, ça fait partie des paradoxes que créent les retours dans le temps. Et c'est pour ça que, après le 3, on n'en parle plus des retours dans le temps. Les retourneurs sont détruits dans le 5 et voilà, on n'en parle plus. Parce que ça pose effectivement des paradoxes et les objets peuvent en faire partie. Parce que l'exemple que tu prends, il est bon. La baguette de Suro. Imaginons qu'on retourne dans le passé avec la baguette de Suro, qu'on la laisse là-bas. On est dans une réalité qui a 2 baguettes de Suro et pourquoi pas revenir et puis ça crée le bazar. Vas-y, Sarah. Mais en fait, elle va être à double temps qui a été retourné avec le retourneur de temps. On voit qu'il retourne par exemple de 3 tours pour revenir 3 heures en arrière. Pendant ces 3 heures-là, l'objet il va être à double. Une fois que le retourneur de temps est arrivé à son terme, l'objet va être supprimé de ce côté double en fait. Est-ce qu'on en est sûr de ça? Est-ce qu'on n'est pas dans un paradoxe ici? Regarde, tu prenais l'exemple des vêtements, ouais. Ouais, mais parce qu'ils repartent. Oui. Ils repartent en arrière, c'est pareil. Ouais, c'est un peu le bazar quand même. Ouais, oui, carrément. En fait, ça touche tellement à des, comme on l'a souvent dit en parlant du retour dans le temps, ça touche tellement à des éléments cruciaux de la rationalité que on est dans un paradoxe. En fait, comme c'est impossible, on peut pas apporter de réponse, quoi. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose. T'as pensé à quoi? Et Marina, je serais déçu que t'aies pas la ref. Un objet dupliqué dans le passé. Sarah, tu l'as ou pas? Une ref Harry Potter? Non, une ref à autre chose. Ça m'a fait pas. Tout de suite, quand j'ai écouté le message de Thomas, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à une scène en particulier. Dans Harry Potter? Non. De Les Visiteurs. Ça m'a fait penser à la bague de Godefroy, tu sais, qui brûle. M'arrange. Parce que c'est exactement ça, la baguette de Godefroy, là. Et en fait, elle existe en double. Elle est dans le château et elle est au doigt de Godefroy. Mais attends, en Suisse, est-ce que Les Visiteurs, c'est connu comme film? Alors, c'est très connu, mais moi, j'avoue que je suis complètement passée à côté. Je vais vous décevoir, non. Après, attends, Les Visiteurs, je crois que ça répond
ta question, Sarah, c'est que je crois que ce qui se passe, c'est que il y a pas Elle fusionne. les deux bagues, Ouais. les deux bagues, elles fusent dans le D'ailleurs, il y a ciel. une bague sous vitre. Oui. Et elle fusionne. Donc pour le coup, elles fusionnent dans les visiteurs. Est-ce que la réponse à toutes nos questions sur le voyage dans le temps C'est dans les n'aurait visiteurs. pas des réponses dans les Je visiteurs? crois que Jacouille et Godefroy Montmirail. M'arrange. Regardez, je la polis. Je la polis. On se voit dedans. Ah bref. Les refs. Sur cette ref magnifique, on va conclure la folie. Ouais, il est temps. Concluons. Pour rappel, si vous souhaitez nous envoyer un message vocal, ça se passe en message privé sur les réseaux sociaux ou bien par email à l'adresse en description. Pour mettre toutes les chances de votre côté, ne faites pas plus d'1 minute environ, s'il vous plaît. Ah, les petits coquins qui nous envoient 4-5 minutes. 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, il y a beaucoup d'écoute à faire. Si vous êtes sur Instagram et que c'est votre premier message, c'est possible que vous deviez d'abord nous écrire pour envoyer une invitation et ensuite vous pourrez envoyer un vocal. Ne soyez pas surpris par ça, c'est normal, il y a un peu d'attente, mais ça fait 2-3 mois que vous nous avez déjà contactés. On vous invite à le refaire avec une autre question et qui sait, vous serez peut-être retenu avec celle-ci. On diffuse parfois quelques hiboux sonores en stream aussi. Ça se déroule sur la chaîne Twitch qui s'appelle Stream 9 3/4. On fait un live par semaine environ. On va essayer de varier les jours, même si c'est plus souvent en week-end en ce moment. Marina, tu participes de plus en plus d'ailleurs. On est souvent tous les deux. Donc voilà, peu importe le programme du stream, n'hésitez pas à venir papoter en direct avec nous. C'est le but de ces petits lives. Et la plupart des replays sont dispo sur la chaîne YouTube de La Fréquence. Si vous voulez vous mettre ça en fond, voilà, sachez que c'est possible. Tous les liens sont en description, comme à chaque épisode. Au-delà des lives, on adore lire vos commentaires aussi. N'oubliez pas de le faire, de laisser des commentaires en laissant un maximum d'étoiles en fonction de l'appli d'écoute que vous utilisez. Sur Spotify, vous pouvez noter le podcast et aussi le commenter à chaque épisode. C'est modéré par nous, donc on lit tout et on répond aussi à tout. Donc n'hésitez pas à faire entendre votre voix. Et quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater les prochaines sorties. Tu vois, c'est mon petit côté influencer. Rejoignez nos réseaux sociaux aussi, c'est le meilleur moyen de garder contact entre la sortie des épisodes. Notre serveur Discord est particulièrement intéressant si vous avez envie de discuter avec d'autres auditeurs et auditrices, comme avec Sarah par exemple. On y est aussi tous les deux, Marina et moi, de temps en temps sur le serveur. Et puis, n'hésitez pas à en parler à votre commu aussi du podcast. Parlez-en autour de vous, sur vos réseaux à vous. C'est toujours très cool d'être découvert par de nouveaux auditeurs qui apprécient le format et qui nous rejoignent dans cette aventure de relecture. En vrai, j'aimerais connaître le nombre le pourcentage d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent à ce moment-là et qui n'ont pas, dès que c'est fini la volière ou avant la volière, ils arrêtent. Parce que je sais, bande de petits coquins, qu'il y en a plein. Je pense qu'il y a un côté ASMR, tu sais, où tu vas écouter jusqu'au bout. C'est bon, ils vont dire leur truc de leur réseau et puis on s'en fout, leur algorithme, machin. On devrait faire un truc. Attendez, à la fin, il y a grosse une annonce. Surprise, comme les Marvel. Grosse annonce à la fin de cette conclusion. La 3e va vous surprendre. En tout cas, pour celles et ceux qui valident notre projet et qui veulent le soutenir, un moyen efficace de le faire, c'est de rejoindre notre Patreon. Pour 4 galions par mois, vous avez accès aux épisodes quelques jours avant leur sortie et vous débloquez surtout les after-shows qu'on enregistre avec nos invités à chaque fin d'épisode. Les anciens after-shows comme les nouveaux à venir sont débloqués dès votre inscription. On a calculé, ça fait environ 20 heures de contenu bonus si vous nous rejoignez au moment de la sortie de cet épisode. C'est plutôt pas mal. On fait parfois des versions vidéo quand on est rejoint par des invités spéciaux en présentiel. Autrement, ce sont des formats audio qui peuvent être écoutés depuis l'appli Patreon et qui est pas mal du tout. Ou bien vous pouvez facilement utiliser Spotify ou une autre appli en connectant vos comptes. Donc raison de plus pour sauter le pas. Il y a aussi les subs Twitch pour ceux qui nous rejoignent en live. Ça finance évidemment l'ensemble de notre projet. Notre page Tipeee aussi est là, avec pour tradition de citer les contributeurs à chaque fin d'émission. Bref, rien d'obligatoire, bien entendu. La Fréquence reste et restera bien sûr un podcast gratuit et libre pour tout le monde. Mais si vous souhaitez soutenir la création indépendante avec Marina et moi, eh bien, vous pouvez le faire, voilà, sachez-le. Autrement, maintenant qu'on a rejoint un label qui nous permet de monétiser le podcast avec des courtes publicités au lancement, vous l'avez sans doute remarqué, eh ben, dites-vous aussi que le simple fait d'être là, d'écouter et de vous abonner. Et de ne pas skipper les publicités. Et de ne pas skipper, eh ben, c'est un soutien précieux, c'est un soutien direct pour nous aussi. Pour les plus téméraires qui souhaiteraient nous accompagner comme invités sur un prochain épisode,
Vous pouvez candidater aussi sur le serveur Discord. On organise tout depuis là-bas parce que c'est la plateforme qu'on utilise pour enregistrer, tout simplement. Et une fois le serveur rejoint, on vous demande de nous envoyer un court vocal de présentation. Et toutes les infos seront de toute façon dans le salon qui s'appelle La Volière. Allez-y, jetez-y un coup d'œil si vous êtes intéressé. Bon, Sarah, en fait, c'est ce que tu as fait. C'est ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Tu as candidaté il y a quelques mois et aujourd'hui, tu as transplané à nos côtés. Est-ce que tu as passé un bon moment? Est-ce que tu regrettes d'avoir candidaté? Comment ça se passe? Non, c'était super. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous. Et puis, ouais, on est comme à la maison, c'est tout bon. Ah, super. T'imagines, on a un auditeur, une auditrice qui nous répond « Ouais, c'était pas terrible. Oh, j'ai hâte que ça se finisse. » Vraiment, premier degré. De là, l'after show, ça peut se terminer maintenant. C'était, j'ai pas trop aimé. Mais non, c'est pas grave. Avec l'IA, on modifie ce qu'il dit, on fait dire n'importe quoi. Hein. J'ai adoré. Marina est vraiment géniale. C'est la meilleure podcasteuse du monde du podcast. On n'oublie pas, pour conclure, de citer les tipeurs du moment. Merci à Corsetilou, Marinette, Lucie, Dispirit, Bispack, Pokipims, Micella, Erol. Sophie, Mugiwara, Kimide, Aurélien, James, Pamela et Chloé. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain chapitre de ce tome 4 qui s'intitulera Priori Incantatum. Oh, ça va être trop bien de revivre ça, j'ai hâte d'y être, on a tous hâte d'y être. En attendant, portez-vous bien et croyez en la magie. à bientôt.